Bonjour tout le monde. Je tenais d'abord à vous remercier pour votre présence. Alors, moi je suis Fabrice, je suis le salarié de l'association Karaté Timing Evolution et fondateur du club. J'avais envie de m'initier à une petite présentation. Donc du coup, ça va sans doute paraître nettement moins naturel, mais je vais vous lire un petit message qu'on a préparé avec Karine. Bilal, champion départemental de karaté junior et senior, qui arrive en retard. Et son frère qui arbitre. Il est où ton papa? Ah, il arrive. Okay. Alors, c'est parti. Donc, je voulais vraiment vous remercier d'être présent. Et je voulais surtout remercier nos dirigeants et bénévoles du club pour leur engagement au quotidien, et notamment pour cet événement, mais pas que. Alors, je sais que par moment, je leur en demande beaucoup, mais c'est tellement rassurant d'avoir un groupe de parents et de dirigeants du club qui sont là à mes côtés, à nos côtés, pour mettre en place tous les projets. Donc je vous avoue que ça fait vraiment du bien. Et j'espère que je ne vais pas trop bégayer, parce que c'est vraiment, je parle vraiment avec le cœur, donc par moment, j'espère que je ne vais pas oreiller. Alors, je vous lis ce que j'ai préparé. Alors, après la venue de Yazid Kerfi en décembre dernier, pour appréhender les clés de la réussite, les clés de la délinquance, nous accueillons aujourd'hui Jean-Paul Delahaye et Marie-Alette Gras pour nous parler de ce que la pauvreté fait à l'école et de ce que l'école fait de la pauvreté. Lors de la dernière conférence, Youssouf et moi avons présenté Yazid Kerfi en mode zéro prépa. Et je trouve que Youssouf s'en est très bien sorti. L'heure étant relativement grave concernant l'éducation et l'avenir de nos enfants dans les quartiers, qu'on ose encore appeler populaires, qui théoriquement est un synonyme d'attractivité, nous avons décidé avec Karine de vous lire cette présentation. Tout d'abord, en vous parlant du projet associatif du club, car ça peut surprendre qu'un club de karaté s'intéresse à l'éducation scolaire de ses pratiquants. Nous avions deux options. La première, de vous parler de l'évolution du club en matière de ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement la continuité éducative. La deuxième, de vous parler de mon parcours scolaire et personnel chaotique qui continue à faire résonance aujourd'hui. Choisir, c'est renoncer. J'ai donc décidé de renoncer et de choisir les deux. Alors, élève de CPPN au collège Rabelais à Belleveille en 1985, je découvre très rapidement la désorientation que Jamel Debbouze a valorisée lors d'un de ses sketchs. Très peu de gens le savent, mais mon rêve était de devenir architecte. Et lorsque je demande à mon conseiller, mais est-ce que, en allant en CAP, je pourrais devenir architecte? Il m'a répondu oui, si vous travaillez. Alors que j'avais déjà abandonné cette notion de travail scolaire. Sauf dans le sport, le dessin, la musique et les sciences naturelles. Je ne m'étalerai pas sur les phénomènes de bande et les facteurs aggravants de la délinquance que j'ai vécu à Belleveille, car Yazid Kerfi l'a tellement bien fait, mais ce que je noterai, c'est ce qu'il nous a dit lors d'une formation qu'on avait suivie sur Paris. Surlignez tous les facteurs aggravants qui vous concernent et vous comprendrez mieux votre situation. Et en effet, j'en surlignais pas mal, et notamment celui de l'échec scolaire, comme tous mes potes de Belleveille à l'époque d'ailleurs. Je découvre le karaté à la Maison pour tous de Belleveille à l'âge de 17 ans, et au bout de 6 mois d'initiation, je décide de franchir les portes de ce club. Tout en pratiquant, je suis accompagné par Jeff, Jeune Emploi Formation. Alors il me semble que c'est l'ancienne mission locale. Ouais, voilà, c'est l'ancienne mission locale implantée sur Belleveille, qui détecte en moi un potentiel pour les métiers de l'animation et du sport. En voulant m'orienter dans cette voie, je découvre mes lacunes scolaires. Je découvre que je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire et je ne savais pas structurer ma pensée comme l'exigeait la formation d'éducateur sportif. Il m'a fallu 3 ans avant d'accepter de me plier aux exigences de ce diplôme qui m'obligeait à suivre une remise à niveau en expression écrite. Suite à cela, je rentre en formation et je décroche ce diplôme. En 2001,
année de naissance de ma fille, je décide de créer mon club de karaté que j'appelle Karaté Timing Évolution. Alors timing signifie efficace dans le temps. Évolution reste un clin d'œil à l'évolution des pratiques et exclusivement en direction de nos quartiers. Car le karaté, depuis sa naissance, est et restera une pratique populaire, dans le sens prolétaire du fait de son origine. Le karaté n'a jamais été reconnu comme étant une discipline noble dans les arts martiaux japonais et était considéré comme une pratique paysanne. Les premières années du club étaient exclusivement orientées sur la compétition et le développement. Mais pas n'importe quel développement, celui de la pratique du karaté sur la roseraie. Fan de la version combat sportif du karaté, le club décroche rapidement des résultats sportifs nationaux et devient le plus gros club du Maine-et-Loire avec les meilleurs résultats sportifs. Aujourd'hui, nous comptons 220 adhérents, principalement issus du quartier de la Roseraie. Au fur et à mesure des années, le niveau scolaire et les tentations illicites que j'ai mis entre guillemets de nos jeunes karatékas deviennent un véritable frein à leur évolution sportive et personnelle. C'est là que tout mon passé ressurgit et que je me sens totalement démuni. C'est à partir de là que le club a expérimenté de nombreuses actions en lien avec l'accompagnement scolaire et éducatif. Et je mets entre parenthèses tout ce qu'on a tenté: financement dans l'accompagnement scolaire par une société privée, accompagnement scolaire par des bénévoles, cours de visio animés par des profs en Algérie, accompagnement scolaire des collégiens par nos lycéens et universitaires du club, alliance avec le collège Jean Mermoz, accompagnement de nos collégiens par des professionnels de l'éducation nationale. Mais tout ceci a un coût, et c'est à ça aujourd'hui que le club se confronte. Comment avancer tous ensemble, parents, institutions, acteurs de quartier, pour compenser à notre niveau ce que notre système éducatif en l'état ne permet pas à nos enfants de quartier? J'ai terminé. Je vais laisser la parole rapidement, tu diras ce que tu voudras, à notre président de club, Youssouf. Merci Fabrice. Merci tout le monde pour votre venue ce soir. Alors moi je suis toujours sur la formation zéro prépa. Malheureusement, j'ai pas préparé, mais c'est pas plus mal parce que à chaque fois que je prépare, j'arrive pas à lire mes notes et finalement ça part un peu à la Walleguen. Donc moi, Youssouf Senoussi, je suis président du Karaté Timing Evolution maintenant depuis quelques années, mais avant d'être président, j'étais jeune adhérent au club. L'idée, c'est de pas vous prendre, parce que vous n'êtes pas venu m'écouter moi, vous n'êtes pas venu écouter Fabrice non plus, mais je voulais vous remercier tous. Je voulais remercier Jean-Paul et Marie-Alette aussi d'être venus ce soir pour nous parler donc, de ce que la pauvreté fait à l'école et de ce que l'école fait de la pauvreté. Il m'a bien dit, fais attention Fabrice en plus avant. Je voulais remercier aussi également donc, la ville d'Angers et les différents partenaires, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on arrive à organiser ce genre d'événement, parce que vous nous avez soutenus, vous nous soutenez, vous continuez à nous soutenir. Donc pour ça, je voulais vous remercier infiniment. Je remercie aussi également le centre social Jean Villard, qui nous accueille aujourd'hui et qui nous met à disposition la salle. Donc merci beaucoup. Je ne vais pas vous faire mon parcours scolaire parce que ça n'a aucun intérêt. Il est beaucoup moins long que Fabrice. Question d'âge, je suis désolé. Et il n'y a pas forcément grandement intérêt. Par contre, je pense que pour les jeunes du club, pour les anciens du club aussi, c'est important de rappeler que le karaté, on s'est tous plus ou moins inscrits initialement pour de la compétition, juste pour faire du sport, qui est le karaté. Finalement, on est rentré un peu dans une famille, qui est le KTE, et dans une famille, on parle à un moment donné de tout ce qui se passe dans la famille, et donc la scolarité, parce que c'est un effet de vie important pour les jeunes, et pour les moins jeunes, pour les enfants, mais aussi pour les parents. Et on a eu la chance, au sein du KTE, d'avoir un appui, depuis toujours. Quand bien même Fabrice n'était pas fort à l'école, comme il peut le dire, quand bien même on n'avait pas forcément des parents en capacité de nous accompagner, on a toujours eu une oreille, une aide au sein du KTE. Et moi, je peux en parler personnellement aussi. J'habite sur le quartier de Montplaisir, donc autre quartier prioritaire d'Angers, à l'autre bout d'Angers. J'ai eu la chance de faire mes écoles primaires au sein du quartier et ensuite aller dans un collège et lycée en centre-ville.
Mais j'ai toujours senti cette différence aussi également avec les autres enfants de mon école, de mon collège ou du lycée, plus au collège-lycée, parce que j'avais pas l'aide des parents, parce que je pouvais pas avoir de soutien scolaire, parce que, et quand bien même le centre social essayait de nous accompagner avec de l'aide aux devoirs ou autre, on savait qu'il savait vite ses limites sur l'accompagnement, parce que c'était 1 heure tous les 2 jours. Donc comment accompagner un jeune en difficulté scolaire 1 heure tous les 2 jours? Je pense que c'est très compliqué. Et donc on a eu, grâce au karaté, et j'avais un groupe qui n'est pas là, donc d'anciens, maintenant on peut nous appeler les anciens, même si on n'a que 25-26 ans, on peut les appeler les anciens du KTE, mais on a eu de l'aide au sein du KTE, parce qu'on a eu des profs, donc je vois Nassim qui est là, prof de mathématiques, qui a pu nous accompagner, qui a pu nous passer, on a passé des samedis matins à nous parler des algorithmes, des fractions, etc., des équations, et c'est grâce à ça qu'on a pu, certains, avoir notre bac à un moment donné, parce qu'on a eu de l'appui, là où peut-être il y avait un manque, pas d'envie, mais plus un manque financier, peut-être, un manque de compétences, peut-être aussi. Donc ça, c'est grâce au KTE, notamment. Donc juste pour ça, je voulais remercier le KTE. Et promis, je m'arrête là, je vous souhaite une bonne soirée en écoutant Marie-Alette et Jean-Paul. Bonne soirée tout le monde. Bien, merci beaucoup pour votre accueil et pour votre invitation. Marie-Alette Grard et moi-même, on est très heureux d'être avec vous ce soir pour parler d'un sujet qui n'est pas un sujet facile, hein, c'est la manière dont le système éducatif français fait ou ne fait pas ce qu'il faut en direction des enfants, des familles populaires en général et des enfants qui connaissent dans leur quotidien aujourd'hui la pauvreté. Donc on s'est réparti la tâche avec Marie-Alette. Je regarde Fabrice, là, on a combien de temps? Ça se termine à quelle heure? Pour qu'on sache exactement, parce qu'on devait parler à 19h et voilà. D'accord. Très bien. D'accord. D'accord. Donc moi je vais appuyer mon propos, je pense que ça marche, sur trois outils, 3 documents que je vais vous présenter rapidement. D'abord, j'ai remis un rapport à la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, en 2015, un rapport qui s'appelle « Grande pauvreté et réussite scolaire », avec un sous-titre qui n'est pas complètement innocent, « Le choix de la solidarité pour la réussite de tous ». Et quand j'ai fait ce rapport, quand j'ai rédigé ce rapport, auquel Marie-Alette a largement participé, j'ai décrit par le menu donc la manière dont vivent aujourd'hui dans nos écoles, collèges et lycées des élèves qui sont en grande détresse sociale, des élèves qui n'ont pas l'esprit totalement serein pour entrer dans les apprentissages, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce n'est pas seulement une description, c'est aussi un certain nombre de pistes sur lesquelles notre pays pourrait prendre appui pour qu'il n'en soit plus ainsi. Et quand j'ai fait ce rapport, je me suis revu, moi, 60 ans en arrière, parce que moi, je ne suis pas né inspecteur général, hein, je suis le fils d'une femme ouvrière agricole, femme de ménage, dans le nord du département de la Somme, qui a élevé seule 5 enfants. Et quand j'ai fait cette description de la pauvreté aujourd'hui en 2015, je me suis revu, donc, moi, dans les années 50-60, et j'ai écrit, très peu de temps après, une sorte de récit autobiographique, exception consolante, qui permet de décrire ce que j'ai vécu moi-même, mais également en le mettant en parallèle avec ce que vivent les enfants de la pauvreté aujourd'hui, d'où ce titre exception consolante, qui est un titre que j'ai emprunté à un collaborateur de Jules Ferry. Donc là, on est à la fin du XIXe siècle. Les républicains de l'époque voyaient qu'ils avaient fait un travail intéressant avec l'école primaire, mais ils s'étaient arrêtés en chemin, ils n'avaient rien fait pour l'enseignement secondaire. Et ils avaient laissé en fait un lycée de bourgeois, dans lequel on entrait de temps en temps, on laissait entrer de temps en temps quelques boursiers, des exceptions, consolantes, ajoutait Ferdinand Buisson, parce que ça nous console des injustices que nous avons laissées dans la société. Donc c'est pour ça que j'ai appelé mon récit exception consolante. Et puis, à l'occasion des élections présidentielles de 2022, j'ai fait un
petit essai qui s'appelle « L'école n'est pas faite pour les pauvres », où j'ai rassemblé tout ce que je pouvais dire de façon synthétique sur le sujet, avec mon expérience aussi de directeur général de l'enseignement scolaire. J'ai occupé un poste important au ministère de l'Éducation nationale auprès de Vincent Payon de 2012 à 2014, et je me suis servi de cela pour faire ce document. C'est important qu'on se souvienne ou qu'on se dise quel est l'objectif que l'on a fixé historiquement au système éducatif français. Et là, je ne vous mets pas un texte qui est n'importe quel texte, c'est un texte du Conseil national de la résistance. On est en mars 1944, la France n'est pas encore libérée, les résistants, les chefs de la résistance française, toute opinion politique confondue, des gaullistes, des communistes, etc., se mettent autour d'une table avec Jean Moulin et disent qu'est-ce que sera notre pays à la libération, parce qu'on va bien finir par se libérer du joug nazi. On est en mars 44, c'est pas encore fait. Et ils disent sur l'éducation, ben voilà ce qu'il faudrait qu'on ait la possibilité pour tous les enfants français de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture la plus développée, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents. C'est très important ça, hein, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront les capacités requises pour les exercer, et que soit, et c'est moi qui mets en rouge évidemment, ainsi promue une élite véritable, non de naissance, mais de mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires. Donc les résistants, ils ne sont pas contre les élites, mais ils disent attention, il faut que ce soit renouvelé par les apports populaires, il ne faut pas que les élites se reproduisent entre elles. On est en 1944. C'est très intéressant de se souvenir de ça, quel doit être finalement l'objectif du système éducatif français. Qu'est-ce qu'il en est, en fait? Alors, voilà, je vais avoir un petit souci, ça va venir. Voilà, il ne faut pas aller trop vite. Non, c'est pas ça. Il va falloir qu'on m'aide là, parce que j'appuie sur le... Voilà, c'est bon. Donc, qu'en est-il aujourd'hui? C'est pas la peine de faire de longs discours, regardez ce graphique. Vous avez en bleu les enfants d'ouvriers, donc en proportion, et vous avez en orange les enfants de cadres des classes favorisées. Et vous avez tout au long du parcours scolaire ce que deviennent les enfants d'ouvriers. Donc vous voyez qu'ils sont nombreux en SECPA, comme par hasard. Les SECPA, c'est les sections d'enseignement général et professionnel adapté de nos collèges qui font un travail absolument extraordinaire pour les élèves en difficulté, mais dans ces SECPA, on ne voit pratiquement que des enfants d'ouvriers. En CAP, même chose. En bac professionnel, même chose, mais un peu moins. Première technologique, regardez, on va passer très vite. Université, classe préparatoire aux grandes écoles, école normale supérieure, et je ne vous ai pas mis Polytechnique, parce que Polytechnique, il n'y a plus du tout de bleu. Regardez la proportion des enfants de cadres, de classes favorisées. SECPA, il n'y en a pratiquement pas, CP, CAP, etc., etc. Regardez où ils sont à l'université, en classe préparatoire, à l'école normale supérieure, et il n'y a pratiquement que à Polytechnique. Est-ce qu'on est dans l'esprit du Conseil national de la résistance? Certainement pas. On est un des pays dans l'OCDE dans lequel l'origine sociale, donc ça, voilà, ça se voit très nettement, l'origine sociale pèse le plus sur les scolarités. Il y a des pays, la Hollande, l'Allemagne, l'Angleterre, il y a autant de pauvres que chez nous. Sauf que dans ces pays-là, on sait mieux faire réussir les enfants de pauvres que dans notre pays. Ce qui est quand même un problème pour un pays qui a liberté, égalité, fraternité au fronton de tous ses établissements publics, tout de même. Je vais finir par savoir le faire marcher, ne vous en faites pas. Alors, pour autant, il ne faut certainement pas dire que tout va mal dans notre système éducatif. Il faut se méfier de ceux qui disent que tout va mal, que c'est la catastrophe, parce que ceux-là, généralement, ils préparent des mesures réactionnaires. Donc tout ne va pas mal dans notre système éducatif. La preuve, c'est que, quand même, depuis les années 1980, on est aujourd'hui en 2023-2024, vous avez ici, en 3 couleurs, le nombre de bacheliers année après année. Et donc vous voyez les bacheliers généraux, ils sont ici en violet, ça augmente.
À un moment apparaît un nouveau baccalauréat qui n'existait pas avant, c'est le baccalauréat technologique, et on voit qu'il permet d'augmenter le nombre de bacheliers. Aujourd'hui, c'est 15,7% d'une génération qui a le bac technologique, 43,6% le baccalauréat général. Et puis en 1985, là, on voit apparaître un troisième baccalauréat qui est le baccalauréat professionnel, un formidable diplôme que la planète entière nous envie parce que ça permet de faire des ouvriers extrêmement qualifiés en capacité de prendre des responsabilités dans les ateliers ou dans les bureaux. Et donc, voilà, on est aujourd'hui à pratiquement 80%, vous le voyez là, d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat. Ça veut dire qu'il y a une élévation de la formation dans notre pays. Et si on est à 80%, c'est qu'il y a des enfants de pauvres dedans. Donc il y a des enfants de milieu populaire qui, depuis une quarantaine d'années, progressivement ont réussi à intégrer l'enseignement secondaire. Bon, voilà. C'est quand même un peu compliqué, hein, pardonnez-moi. Voilà. Quelqu'un, vous remettez? Voilà. Ça va venir. Voilà. Donc je reviens juste en arrière, il y a une démocratisation incontestable, mais ce n'est pas complètement satisfaisant parce que figurez-vous que quand moi je passe le baccalauréat en 1970, je ne suis pas dans le graphique. Alors c'est toujours mauvais signe quand on n'est pas dans le graphique, ça veut dire qu'on n'est pas de la première jeunesse. Donc quand je passe le baccalauréat, moi enfant de pauvre, en 1970, je ne peux passer que ce baccalauréat général, il n'y a que lui qui existe. En 1965, le général de Gaulle, il fait le baccalauréat technologique. Il crée le baccalauréat technologique et on voit les premiers bacheliers. Ça augmente le niveau de formation de la population, c'est une bonne nouvelle, sauf que pour les enfants de milieu populaire, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle parce que c'est eux qu'on va scolariser dans le baccalauréat technologique. Les enfants de bourgeois, pour faire court, ils vont rester, eux, dans le bac général. Et quand on crée le baccalauréat professionnel en 1985, c'est encore pire, si je puis dire. C'est essentiellement les enfants d'ouvriers, les enfants de milieu populaire, qu'on va scolariser en bac professionnel. Les autres vont rester dans leur baccalauréat général historique. Donc on a une démocratisation qui s'est opérée, mais elle est différenciée. Aujourd'hui, je vous donne juste un chiffre. 75% des enfants de cadres et d'enseignants passent le baccalauréat général. 70% des enfants d'ouvriers passent le baccalauréat technologique ou professionnel. Ma mère disait, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Elle le disait dans les années 1950, et aujourd'hui, en 2024, on peut encore dire qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Alors, combien sont-ils? C'est extrêmement sensible, votre machin, là, donc je vais revenir en arrière. Alors, combien ils sont? Combien ils sont les enfants de pauvres? Vous savez qu'on désigne, on définit le seuil de pauvreté, c'est une définition internationale. On est pauvre dans un pays à un moment donné quand on dispose de moins de 60% du revenu médian pour vivre. Et donc en France aujourd'hui, c'est disposer de moins de 1 128 € par mois. Si on est sur ce seuil de pauvreté, il y a 10 millions de citoyens au moins, peut-être un peu plus aujourd'hui, qui sont pauvres. Et comme ils ont des enfants dans nos écoles, collèges et lycées, on est aujourd'hui à 3 millions d'élèves, 20%, c'est-à-dire un élève sur 5, qui est en situation de pauvreté. Et c'est une situation aggravée quand un jeune est dans une famille monoparentale, quand il était essentiellement élevé par sa maman. Là, on n'est pas à 20% de pauvreté, on est à 29%. Et quand on est élevé par ses deux parents, on est plutôt à 13% de pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire être dans une situation de pauvreté? Ça veut dire qu'on est, et je parle là des gens qui connaissent ça, hein, vous le savez, mais on va très très vite, c'est d'abord être dans une pauvreté de biens, manquer d'argent, avec tout ce que cela nécessite d'insuffisance de ressources, de restriction de consommation, d'endettement, parfois de surendettement, de dépendance aux allocations. Moi, toute ma jeunesse, il n'y avait pas le RSA pour ma maman, et il y avait les allocations familiales. Et puis les quelques heures qu'elle faisait chez infirmiers, généralement pas déclarées. Et donc nous, on attendait le facteur. Tous les mois, on attendait le facteur, parce que c'est le facteur à l'époque qui apportait les allocations familiales. Dans sa sacoche, il apportait ça en argent liquide. Et donc ma maman me demandait d'aller à l'entrée du village tous les 2 ou 3 de chaque mois pour voir si le facteur restait longtemps dans les maisons où il y avait des enfants.
Ça, c'était un signe. Si le facteur restait longtemps dans une maison où il y avait des enfants, ça veut dire qu'il avait des allocations dans sa sacoche et qu'on allait avoir l'argent des allocations et qu'on allait pouvoir aller payer les crédits qu'on devait à l'épicière. C'est aussi une pauvreté de lien, pas seulement de pauvreté de biens, mais de lien, parce que quand on est un enfant pauvre, on a moins de possibilités de sortir, de recevoir des amis. Quand on vit entre soi, quand il n'y a pas de mixité sociale, on en reparlera, évidemment, on a un domaine de vie qui est relativement restreint. On a aussi des difficultés pour se nourrir. Là, je vous ai mis une enquête du Secours populaire qui a montré que dans les 6 derniers mois, 11% des Français n'ont pas pu payer la cantine de leur enfant. Des difficultés pour se loger. Ben oui, quand on est dans un logement exigu, précaire, insalubre, comment on fait ses devoirs le soir, comment on apprend ses leçons, ça pose évidemment de très gros problèmes. Ça, les chercheurs le disent. Hein, on a des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas d'espace à leur domicile pour faire vivre ce qu'ils apprennent à l'école. Des difficultés pour s'habiller. Mon rapport rend hommage à tous nos personnels de l'éducation nationale, hein, les enseignants, les chefs d'établissement, les CPE, les infirmières, etc., qui on voit bien qu'il y a des difficultés dans les élèves qu'ils accueillent et qui déploient des trésors d'imagination pour apporter dans l'établissement qui un manteau, qui des chaussures, etc. À nos écoles maternelles, il y a généralement dans les salles des maîtres toutes sortes de réserves hein, pour les enfants. Moi, j'ai vécu ça dans mon enfance, hein, enfant de pauvre. J'arrive, moi, dans mon lycée de bourgeois, boursier. Comment faire pour ne pas être mal à l'aise? Il se trouve que dans mon village, j'avais une chance, c'est que les deux instituteurs, instituteurs, c'est un couple d'enseignants, ils avaient un fils qui avait 2 ans de plus que moi, et donc il était plus grand que moi. Ça veut dire que 2 fois par an, on allait dans le logement de fonction des enseignants et on essayait les habits de leur fils qui était plus grand que moi et je repartais avec manteau, pantalon, etc. qui me permettaient de vivre ma vie de lycée chez les bourgeois de façon plutôt correcte, d'autant plus que les enseignants d'époque achetaient les habits au catalogue Cabif. Ça parle aux anciens, hein, donc c'était plutôt des choses de qualité. Des difficultés pour se soigner. On a un système de santé qui est en grande difficulté dans notre pays aujourd'hui. Vous connaissez les déserts médicaux, les délais pour obtenir des rendez-vous pour les spécialistes. Et bien pour les enfants pauvres, je peux vous dire que c'est encore plus difficile, tant en ville qu'à la campagne, parce qu'il y a pauvreté en zone rurale aussi, qui est plus invisible, mais qui est tout aussi importante et tout aussi difficile pour se soigner. Puis enfin, des difficultés pour payer les fournitures, la coopérative, les sorties scolaires, on pourra en parler tout à l'heure. Je ne veux pas être trop long sur ce sujet, puisque Marie-Hélène parle ensuite. Pour ce qui concerne les responsabilités, parce que, évidemment, l'éducation nationale n'est pas responsable de tout ça. Ce n'est pas l'éducation nationale qui a laissé se concentrer sur certains territoires des populations en difficulté. Ce n'est pas l'éducation nationale qui est responsable de la politique de logement, qui est responsable de salaires de misère, qui fait qu'on peut aujourd'hui avoir un travail et être un travailleur pauvre. Ce n'est pas l'éducation nationale qui est responsable de tout ça. Mais néanmoins, l'éducation nationale a une part de responsabilité dans ce qui peut arriver, notamment parce que on devrait en principe avoir des assistants sociaux dans nos écoles, collèges et lycées, et on en manque. On devrait en principe avoir des médecins. Et en fait, il y a un rapport là, qui vient de sortir, un rapport parlementaire qui montre que 8 enfants sur 10 n'ont jamais vu de médecin scolaire. Vous savez qu'il reste aujourd'hui 800 médecins scolaires, en tout et pour tout en France, pour 12 millions d'élèves. Ça fait un médecin pour 15 000 élèves. Évidemment, les enfants de classe moyenne, classe favorisée, ils peuvent aller voir leur médecin, etc. Mais les enfants pauvres, quand il n'y a que l'école qui peut être un repère sanitaire, évidemment, ça pose un sacré problème. On a des bourses aussi. Dans mon rapport de 2015, j'avais montré à la ministre que les bourses étaient insuffisantes. Est-ce que vous savez que la bourse maximum, quand je prends mon rapport en 2015, la bourse maximum d'un collégien, le plus pauvre du plus pauvre, c'est 360 €. Je laisse toujours un petit silence. Par an. Par an. 180 jours de classe, 360 €, faites la division, ça fait 2 € par jour, ça ne paye même pas l'entrée à la restauration scolaire. Et donc, grâce à mon rapport, on a augmenté les bourses de 25%, mais 25% ça paraît beaucoup, mais 25% pas beaucoup. Aujourd'hui, la bourse maximum, elle est de 460 € par an. Donc c'est mieux que 360, mais on est encore loin du compte.
plus encore, si vous voulez, que le montant, c'est parfois que c'est difficile de remplir le dossier, de rassembler les pièces justificatives, de respecter les délais, et donc on a un nombre de familles importantes qui ont le droit pourtant à la bourse, mais qui ne l'ont pas. Et ça s'est aggravé ces dernières années parce qu'on a eu la bonne idée de dématérialiser, c'est-à-dire de tout mettre par Internet, de tout mettre sous la forme électronique, comme si tout le monde avait Internet, tout le monde pouvait numériser les documents, tout le monde pouvait faire ça. Et donc on a aujourd'hui un taux de non-accès à ce droit qui est encore trop important. Quand les bourses ne sont pas suffisantes, il y a d'autres crédits qu'on appelle des crédits de fonds sociaux. Ça n'existe pas dans les écoles, ça existe dans les collèges, dans les lycées. Donc c'est des crédits intéressants pour les établissements parce que ça permet d'acheter la tenue de sport, de payer l'accès à la restauration scolaire, etc. Sauf que ces crédits-là, et c'est un scandale, en fait, sont des variables d'ajustement budgétaire. C'est-à-dire que de 2002 à 2012, ils ont carrément été divisés par 2, ces crédits. On les a augmentés suite à mon rapport, de 2013 à 2017, mais ils ont à nouveau été divisés par 2 en 2020. On les a augmentés un tout petit peu parce que j'ai râlé en 2021, et ils sont à nouveau en baisse pour l'année 2024. Donc c'est un petit souci. De temps en temps, le ministère de l'Éducation nationale prend dans la poche des pauvres sur ces fonds sociaux pour faire d'autres choses. J'hésite à appuyer une deuxième fois. Voilà, ça y est. On va prendre un exemple qui va nous faire entrer dans la pédagogie pour vous montrer la difficulté aujourd'hui quand on est un élève de milieu populaire. C'est la question du travail personnel après la classe. Apprendre ses leçons, faire ses devoirs. On sait que c'est un moment où les écarts se creusent entre les élèves. On a une enquête de l'UNICEF en 2021, je fais partie du conseil scientifique de l'UNICEF France, donc on a des enquêtes régulières qui montrent que 24% des adolescents, aujourd'hui en France, n'ont pas accès à un outil numérique à la maison pour faire leurs devoirs. On s'en est aperçu d'ailleurs pendant le confinement. La difficulté, s'il y a des enseignants dans la classe, on a eu des difficultés pour entrer en contact avec certains élèves et certaines familles. Une enquête officielle du ministère montre que 58% des élèves disent qu'ils ont des difficultés dans le travail après la classe. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça dans l'éducation nationale? Alors, dans le temps scolaire, on a des activités qui sont prévues pour aider les élèves à faire leurs devoirs, à prendre leurs leçons. C'est des activités pédagogiques complémentaires. On a un jargon très riche dans l'éducation nationale, donc ça s'appelle des activités pédagogiques complémentaires. C'est de l'accompagnement personnalisé au collège, au lycée, donc ça existe, c'est plus ou moins fait. Hors temps scolaire, on a au collège ce qu'on appelle le devoir fait, donc ça c'est plutôt une bonne initiative aussi. En éducation prioritaire, on a un système qu'on appelle l'accompagnement éducatif, c'est-à-dire on paye en heures supplémentaires des professeurs, des assistants d'éducation pour aider les élèves à apprendre leurs leçons, à faire leurs devoirs en éducation prioritaire. La Cour des comptes a évalué la somme consacrée à cela à 32 millions d'euros en 2018. Il y a 1,7 million d'élèves en France qui relèvent de l'éducation prioritaire. Si on fait la division entre les deux, on arrive à 18,80 € par élève et par an pour l'accompagnement éducatif. Et c'est un budget qu'on n'arrive pas à augmenter. Il y a un budget d'accompagnement éducatif qui, lui, a absolument aucune contrainte. On l'augmente dès que c'est nécessaire, pas nécessairement quand c'est possible. Et quand c'est nécessaire, on trouve l'argent, de toute façon. C'est l'accompagnement éducatif en classe préparatoire aux grandes écoles. En classe préparatoire aux grandes écoles, il y a un dispositif qui s'appelle les heures de colle. Alors, ce n'est pas du tout des heures de punition, c'est des heures où un professeur trié sur le volet prend en charge 1, 2, 3 étudiants, pas plus, pour revoir la leçon qui a été faite dans la journée ou la veille, préparer la leçon du lendemain ou du surlendemain, et surtout préparer les concours. Et là, on a donc, ça c'est moi qui ai mis en évidence ces chiffres, en 2013, on dépensait 70 millions d'euros pour ces étudiants en classe prépa. Alors, ils ne sont pas 1,7 million, ils sont 87 000. Ils sont beaucoup moins nombreux. On dépense 70 millions pour eux. J'ai fait la division pour vous. Ça fait 843 € par étudiant de classe prépa pour cet accompagnement éducatif. Rapportez-le aux 18,80 € de l'élève de l'éducation prioritaire. Ça veut dire qu'on dépense 45 fois plus pour un étudiant de classe préparatoire que pour un élève de l'éducation prioritaire. Je laisse planer un ange laïque sur cet amphithéâtre pour que vous puissiez méditer là-dessus. Si vous ajoutez à cela
que si vous avez un petit peu d'argent, vous pouvez faire donner à vos enfants des cours particuliers, payants. Vous savez, il y a des officines de soutien qui sont cotées en bourse, tellement elles gagnent d'argent. Elles gagnent d'autant plus d'argent que celles et ceux qui font donner des cours particuliers payants à leurs enfants se sont arrangés pour que ce soit considéré par la loi comme de l'aide à la personne. Et comme c'est de l'aide à la personne, c'est déductible des impôts, figurez-vous. Donc vous et moi, nous payons sur nos impôts les cours particuliers que certains peuvent donner à leurs enfants. Et combien ça représente ça? Ça représente 300 millions d'euros par an de manque à gagner en recettes fiscales que vous payez, que je paye moi aussi, enfin que tout le monde paye. Rapporter ces 300 millions d'euros là d'exonération fiscale aux 32 millions d'euros que nous dépensons pour les élèves de l'éducation prioritaire, vous commencez à voir que dans notre pays, on fait un certain nombre de choix budgétaires qui ne vont pas toujours en direction de la réduction des inégalités, c'est le moins qu'on puisse dire, ce qui me fait poser cette question, qui sont les assistés dans notre pays? Je laisse planer un deuxième ange laïque sur cette question. Alors, un des leviers pour faire en sorte que les élèves réussissent mieux à l'école, évidemment, il n'y a pas de levier plus important que les enseignants qu'ils ont devant eux. Or, dans notre pays, depuis une quarantaine d'années, on a fait des économies sur la formation des enseignants. Donc, formation initiale a été réduite, la formation continue, n'en parlons pas, mais surtout, on a fait des économies sur leur salaire. Regardez cette pyramide à l'envers, c'est le salaire des enseignants dans l'OCDE. Vous avez tout en haut le Luxembourg, alors c'est en dollars, hein, c'est 100 000 $ par an les enseignants. Regardez où est la France. Nous sommes le pays qui paye le moins ses enseignants. Il n'y a que l'Italie qui est là avec nous. Hein. Depuis 40 ans, nous avons laissé se dégrader la situation des enseignants dans ce pays. Tout gouvernement confondu, hein, parce que depuis 40 ans, il y a eu des alternances politiques, hein, donc soyons clairs, tout gouvernement confondu, depuis 40 ans, on a laissé se dégrader le salaire des enseignants, on a du mal à les recruter, c'est pas étonnant, il en manque des milliers, ça pose des quantités de problèmes, notamment de remplacement, quand les professeurs, qui sont déjà pas suffisamment nombreux, sont absents pour des raisons de maladie. Un autre levier qui serait possible, je vais très vite là parce qu'on pourra en parler dans les échanges, c'est évidemment de travailler sur la mixité sociale et scolaire pour que les élèves soient davantage mélangés, qu'il n'y ait pas que des pauvres entre eux et que les riches entre eux. C'est ce qu'on appelle la mixité sociale. Or, dans notre pays, on a un vrai souci, c'est qu'il y a une ségrégation entre les établissements, et pas seulement privés. Je vais en parler dans un instant. Or, entre établissements publics, on a une vraie ségrégation. On a 12% par exemple des collégiens, donc plus de 10% des collégiens qui sont scolarisés dans des collèges où il n'y a que de la population défavorisée. Les pauvres sont entre eux. Comment voulez-vous que ça puisse fonctionner de cette manière? Je suis sûr que sur Angers, dans les quartiers, là, vous avez ce genre de situation. Mais à l'intérieur même des établissements, vous avez une ségrégation qui s'opère. Là, on est sur les collèges. Avec France Stratégie, c'est un organe qui dépend du Premier ministre, donc ce n'est pas des révolutionnaires. Hein. Ils ont publié un rapport qui s'appelle Collège unique, parcours divergent. Oui, pourquoi un collège unique, parcours divergent? Parce qu'en troisième, ça a été montré en 2015, 45% des collèges pratiquent une ségrégation scolaire active. Ça veut dire qu'avec les sections européennes, les classes bilingues, les options diverses et variées, on ne mélange pas les élèves. Et vous avez 25% des collèges qui pratiquent des formes de séparatisme social, c'est-à-dire des classes de niveau, ce qui est complètement illégal, mais ça se fait quand même. C'est aggravé en France, cette absence de mixité sociale, par l'existence d'un système d'enseignement privé qui est financé par l'État à plus de 75%. Depuis 1959, la République finance la concurrence privée de son école sur fonds publics. Vous savez qu'aujourd'hui, les établissements privés sont financés à 75% avec de l'argent public, que ce soit de l'État ou des collectivités territoriales. Et évidemment, ça ne peut pas ne pas poser un problème en matière de mixité sociale, d'autant plus qu'on a aggravé la situation en 2019.
C'est passé complètement inaperçu. En 2019, on a déclaré la scolarité obligatoire à 3 ans. Vous allez dire, qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Ben si, ça a à voir avec ça, parce que figurez-vous qu'en 2019, tous les enfants de 3 ans, à 99 et quelques %, étaient déjà à l'école maternelle. C'était pas la peine de déclarer la scolarité obligatoire à 3 ans. Pourquoi ils l'ont fait? Ben, ils l'ont fait parce que comme c'est obligatoire, il devient obligatoire de financer les écoles maternelles privées. C'était ça le tour de passe-passe. C'est ça qui s'est passé en 2019. Et sur le budget d'éducation nationale en 2024, 47 millions sont prélevés pour aller compenser l'argent que donnent les municipalités aujourd'hui aux écoles maternelles privées à 97% catholiques. Donc on a allongé le tuyau du séparatisme social d'une certaine manière. Regardez, c'est pas la peine de faire de longs discours. Là, on revient au collège. Et vous avez la répartition des collégiens selon leur origine sociale. Donc ça, c'est tout frais, hein, ça vient de 2003, 2012, 2022, donc c'est tout frais en 2022. Vous avez là les collèges publics en 2003, en 2012, en 2022, et les collèges privés en 2003, 2012, 2022. En bleu très très clair ici, ce sont les populations défavorisées. En bleu très foncé, les populations favorisées. Ça, c'est pour le public. Regardez, il y a une forme de stabilité. Regardez maintenant ce qui se passe dans le privé. Population défavorisée, 27%, 22%, 18%. Il y a de moins en moins de populations défavorisées dans l'enseignement privé. Par contre, il y a de plus en plus de populations favorisées, 29, 35, 40% de populations favorisées. Il y a 3 fois plus de boursiers dans l'enseignement public que dans l'enseignement privé aujourd'hui. Or, on sait, et là je vous mets un texte un peu long, mais c'est parce que c'est une recherche qui vient de sortir, qui montre que la mixité sociale, ça ne nuit à personne, bien au contraire, c'est bénéfique à tous. Vous avez donc des chercheurs là, et ça vient de sortir, hein, c'est sorti il y a quelques jours, quelques semaines. Plus les élèves de milieux défavorisés évoluent dans des classes au niveau et à la composition sociale hétérogène, plus ils ont de chances de poursuivre des études supérieures et moins il y a de risque de décrochage. Ça, c'est pas une opinion, c'est attesté par la recherche. La mixité sociale a aussi des effets relativement forts et bénéfiques sur les compétences non cognitives, c'est-à-dire l'estime de soi, la confiance en sa capacité à réussir scolairement si on fournit des efforts, et ces effets sont bénéfiques pour tous les élèves, quel que soit le milieu social d'origine. Donc on se demande pourquoi cette politique de mixité sociale et scolaire n'est pas une politique prioritaire, archi-prioritaire à conduire dans notre pays. Vous remarquerez que ces dernières années, on n'en a pratiquement pas parlé. En fait, et je termine, la question des inégalités à l'école, ce n'est pas une question technique, on sait à peu près ce qu'il faudrait faire. C'est d'abord une question politique. Est-ce qu'on vise une politique d'intérêt général ou est-ce qu'on satisfait plutôt des intérêts particuliers? Est-ce qu'on mise sur le collectif ou sur les parcours individuels? Est-ce qu'on scolarise ensemble les enfants ou est-ce qu'on laisse faire un côte à côte qui va devenir un face-à-face, hein, un de ces jours, hein, parce qu'à force de ne pas vivre ensemble, de ne pas se parler, de ne pas échanger, on va au-devant de gros problèmes. Est-ce qu'on veut des savoirs qui vont permettre d'émanciper tous les élèves, parce que ça va faire sens pour tous les élèves, on pourra en reparler, ou est-ce qu'on laisse en place un système dans lequel les disciplines scolaires, en fait, n'ont qu'un but, c'est de trier, de servir à la sélection sociale? Est-ce qu'on promeut la coopération et le commun qui vont réunir, ou est-ce qu'on va au contraire promouvoir la compétition? Mais ça va diviser. Bref, une école de la culture pour tous ou une école qui fracture. Et vous voyez bien que selon qu'on va privilégier telle ou telle option, on ne va pas avoir la même société à l'arrivée. Une école qui privilégie la coopération, ça ne prépare pas la même société qu'une école qui favorise la compétition avec des vainqueurs et des vaincus. Ce n'est pas la même société à l'arrivée, ce n'est pas la même fraternité, c'est le moins qu'on puisse dire. Le problème, c'est que ces inégalités, ça ne nuit pas à tout le monde. Vous avez un certain nombre de nos concitoyennes et concitoyens dont les enfants réussissent bien à l'école telle qu'elle est aujourd'hui, qui n'ont pas intérêt à ce que ça change. Et ceux-là, ils pèsent sur les politiques publiques, ils sont présents dans les médias, ils ont un pouvoir de pression extrêmement important. On peut prendre l'exemple des rythmes scolaires pour vous montrer la pression exercée par les classes moyennes et les classes favorisées. Vous avez par exemple, ce n'est pas la peine là aussi de faire de longs discours, regardez, vous avez pour l'école primaire la manière dont les autres pays organisent la scolarité de leurs enfants.
Vous avez la moyenne des horaires par jour. En France, on travaille 6 heures par jour à l'école. Regardez la Finlande. En France, on travaille 144 jours par an à l'école primaire. Regardez la Finlande. Regardez les autres. En France, on a un nombre d'heures annuelles important par rapport aux autres. Donc, ce n'est pas tellement une question de volume horaire annuel, le problème de la France. Le problème de la France, c'est qu'on concentre ce temps scolaire en maternelle, en élémentaire, sur un nombre ridicule de jours, ce qui fait qu'on a des journées qui sont extrêmement fatigantes pour les enfants. Nous sommes le seul pays au monde, vous remarquerez, on est le seul pays au monde à faire ça. C'est une vraie catastrophe. Et moi, je veux ici, parce qu'on est à Angers, féliciter, remercier Angers d'avoir gardé la semaine de 4 jours et demi. Parce qu'ils sont où les enfants de milieu populaire quand il n'y a pas école le mercredi? Ils ne sont pas au Poney Club, ils ne sont pas au conservatoire, ils ne sont pas au théâtre, au cinéma. Ils sont où? Qui s'en soucie, eux qui n'ont que l'école pour s'émanciper? Donc bravo à Angers de garder cette organisation, parce qu'on a fabriqué là une bombe sociale, hein, ça va nous péter à la figure, forcément un de ces jours on va le payer très cher. Ce qui est terrible, c'est que quand on interroge les parents, et je termine vraiment là-dessus, qu'est-ce que vous préférez, vous, la semaine de 4 jours à l'école primaire ou la semaine de 4 jours et demi? Regardez, les réponses des classes moyennes et des classes favorisées, c'est la semaine de 4 jours. Ils sont favorables à la semaine de 4 jours. Mais l'enquête du ministère, et je vous l'ai mis en gras parce que ça, c'est le ministère lui-même qui le dit, quand les opinions positives pour la semaine de 4 jours et demi l'emportent quand la personne de référence du ménage est ouvrier non qualifié, 57%, ou inactif, 65%. Les milieux populaires ne se trompent pas, il faut que les enfants soient à l'école pour apprendre. Ça paraît du b.a.-ba, ça paraît du bon sens. Qui écoute-t-on en France pour bâtir des politiques publiques? Est-ce qu'on écoute les milieux populaires ou est-ce qu'on écoute plutôt les classes moyennes et les classes favorisées? Voilà, je ne veux pas être plus long là-dessus. Vous avez, pour finir, ça vous reconnaîtrez peut-être, c'est ce que j'ai fait avec Vincent Payon, c'est la charte de la laïcité à l'école, et vous avez l'article 1er de la charte de la laïcité. Et on a mis dans cette charte de la laïcité l'article 1 qui est « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Ça, c'est la première phrase de notre Constitution. Tout est dit là. La France est une république indivisible. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot indivisible? Il y a cette idée qu'on est plusieurs. Sinon, on serait un. On est indivisible, on est plusieurs. Ça veut dire qu'on est différents, on est d'origines différentes, on a des opinions différentes, on a issus de territoires différents, on est divers. Mais dans le mot indivisible, il y a une autre idée, c'est qu'il faut rester unis. C'est ça aussi, dire indivisible. On est divers, mais il faut rester unis. C'est extrêmement compliqué à faire de ne pas éclater en communautés indépendantes les uns des autres. Et les constituants, en fait, ils nous ont donné la recette. Si vous voulez rester une république indivisible, il faut que vous soyez, mais en même temps, laïque, démocratique et sociale. Je vous remercie. Bonsoir, je suis Marie-Hélène, donc Marie-Hélène Gras, je suis actuellement présidente d'ATD Quart Monde. Je fais partie de ce mouvement ATD Quart Monde dont je vais vous parler. J'attends les diapos, donc je vais... non, mais je rigole, parce que mes diapos, c'est juste pour vous distraire, parce que le sujet n'est pas forcément des plus drôles. Donc, voilà, donc je suis bénévole à temps plein pour ATD Quart Monde depuis 25 ans. Voilà. Et je suis contente, heureuse d'être avec vous ce soir, de voir des gens divers dans cette salle, et ça me fait vraiment plaisir, très sincèrement. Alors, il faut que j'arrive à utiliser ce petit machin là. Voilà. C'est parfait. Ça, c'était... Cette diapo, c'est juste parce qu'après, je vais vous expliquer ce qu'est ATD Quart Monde. Je vais vous raconter un tout petit peu ce qu'est ATD Quart Monde. Mais vous savez, dans notre société, depuis quelques années, ça s'est amplifié, mais ça fait un petit moment que ça a démarré déjà.
bon, on ne sait plus bien les années, mais c'est pas très grave, ça fait un moment que ça a démarré, de montrer du doigt ceux qui sont responsables de tous les maux dans notre société, ceux qui coûtent cher à notre société, ceux qui ne font pas les choses comme il faut, et en règle générale, ce sont les plus pauvres que l'on montre comme ça. Alors, à ATD Quart Monde, nous avons imaginé à un moment donné, pour que nous puissions avoir des conversations en famille, avec nos amis, avec nos collègues, qu'on puisse répondre par exemple à cette affirmation « on vit mieux avec un RSA qu'avec un SMIC ». Alors moi je fais cette réponse qui est dans le livre. On ne vit pas bien avec un SMIC, mais on survit avec le RSA. Et je vous expliquerai ça après, un peu mieux. Mais dans ce livre, c'est notre best-seller, c'est pour ça que je vous le présente. Je ne l'ai pas amené ce soir, mais vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies ou sur Internet. Dans ce livre, vous avez un outil pour pouvoir répondre aux questions des gens qui vous disent « mais les gens du voyage, ils font n'importe quoi ». Ils ne font pas n'importe quoi. Ils ont une culture de base différente, mais ils ne font pas n'importe quoi. Voilà. Je ne veux pas m'étendre sur les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, mais voilà. Alors, ATD Quart Monde. Agir tous pour la dignité Quart Monde. Nous sommes une association qui a un peu plus de 60 ans. Notre fondateur est né dans votre belle ville, à Angers, donc c'est pas rien de venir à Angers quand on est à ATD Quart Monde depuis plus de 40 ans comme moi. Il est né à Angers, Joseph Brzezinski, dans le domaine de l'éducation, la pédagogie, l'ATD Quart Monde, on l'applique de cette manière. C'est de dire, de partir de l'élève qui a le plus de mal dans la classe pour faire réussir tous les élèves sans pénaliser ceux qui réussissent déjà très bien. Partir de celui qui a le plus de mal pour faire réussir tous les élèves sans pénaliser ceux qui réussissent déjà très bien. Eh bien, si on formait les enseignants dans notre pays à cette pédagogie, je crois que ça irait mieux dans notre école. Mais je vais y revenir. Je me surveille parce que je veux vous dire plein de choses, donc je ne vais pas être plus longue sur ATD Quart Monde, si ce n'est de vous dire qu'il y a une chose à laquelle aussi nous sommes très attachés, c'est la culture. La culture, elle est, pour employer un grand mot, elle est intrinsèque à chaque personne, c'est-à-dire qu'elle fait partie de chaque personne. Et que c'est absolument essentiel pour qu'une personne puisse exercer sa dignité, par exemple, qu'elle ait aussi accès à la culture et qu'elle puisse partager ce qu'elle vit avec la culture aux autres. Et nous avons, par exemple, quelque chose qui est très important, c'est le livre. Aimer lire, avoir envie de lire, découvrir le livre comme quelque chose qui permet de s'évader, donner à chaque enfant ce goût de la lecture, que chaque enfant ait absolument envie de lire et ce goût de la lecture. C'est absolument essentiel. Alors pour cela, nous faisons, par exemple, des bibliothèques de rue. Des bibliothèques de rue qui permettent, dehors, de rassembler des enfants dans un quartier, des enfants qui n'osent pas aller encore dans une médiathèque, et leur donner ce goût de la lecture, leur donner cette envie d'aller découvrir plein d'autres choses. Les rendre curieux, c'est essentiel. Alors dans notre pays, ah, je suis comme toi Jean-Paul, ça coince, ça va y aller, je sens que ça va y aller. Allez, sinon, diapo suivante, hein. Voilà. Dans notre pays, Jean-Paul vous l'a déjà dit, il y a, alors toi tu dis 3 millions d'enfants sous le seuil de pauvreté dans notre système scolaire obligatoire. Moi je suis un peu plus rude, je dis 3,5 millions. Et parmi eux, il y en a 1,6 million qui vivent dans une famille qui vit dans la grande pauvreté. Et c'est pas rien de vivre dans la grande pauvreté. Jamais, nous ne voulons opposer
les gens qui vivent dans la précarité à ceux qui vivent dans la grande précarité, dans la misère, dans la grande pauvreté. Employons des mots différents, mais c'est la même chose. Jamais nous ne voulons opposer les uns aux autres, mais vous l'avez compris, pour nous l'essentiel, c'est de partir de ceux qui ont le plus de mal pour faire avancer notre société. Alors pour vous donner une définition de la grande pauvreté, j'ai retenu celle d'un militant quart-monde. Ces personnes que nous nommons ainsi à ATD Quart-Monde, qui sont des personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté et qui décident de devenir militants, qui se forment à notre pédagogie, à notre manière d'agir. Ce n'est pas tous les plus pauvres de France, ce sont des gens qui se mettent debout malgré leur vie très difficile pour devenir militants. Et l'un d'entre eux dit ceci: la précarité, c'est quand tu as de gros problèmes de sous. La misère, c'est quand plus personne ne te regarde. Voilà, ne pas opposer les uns aux autres, mais bien comprendre de qui on parle. Dans notre pays, il y a 100 000 jeunes chaque année qui sortent du système scolaire avec rien. Aucun diplôme, inscrit nulle part, aucun avenir. Et ça, c'est pas possible, parce qu'ils sont déjà 1,5 million, je vais arrêter avec les chiffres après, je vous rassure, ils sont 1,5 million de jeunes de 18 à 25 ans à être inscrits nulle part, à ne pas avoir de diplôme, à ne pas savoir comment bâtir leur avenir. Et ça, c'est grave. C'est grave pour un pays qui se veut démocratique, parce que notre jeunesse, elle doit pouvoir se former, elle doit pouvoir aller voir ailleurs, comprendre, choisir son métier. C'est absolument essentiel. Un dernier point sur la grande pauvreté, parce que on entend souvent dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un RSA, on vivrait mieux qu'avec un SMIC, où on entend souvent dire qu'il y a beaucoup de fraude sociale dans notre pays et que ça nous coûte cher. Alors je veux juste remettre quelques petites choses en place. Vous voyez la taille d'un lapin nain? C'est grand comme ça, d'accord? J'arrête avec les chiffres, donc je deviens plus pratico-pratique. Un lapin nain. Vous voyez la taille d'un rhinocéros. Enfin, vous ne voyez pas, mais un rhinocéros, voilà. C'est long comme ça, d'accord? Eh bien, dans notre pays, la fraude sociale, qui n'est pas à imputer aux plus pauvres de notre pays, on y reviendra si vous voulez, mais ce ne sont pas les plus pauvres qui coûtent cher dans la fraude sociale. C'est le lapin nain, et la fraude fiscale, c'est le rhinocéros. Et nous nous occupons du lapin nain. Voilà. Alors le RSA, vous en avez entendu parler, ce revenu de solidarité active, avant c'était le RMI. Ce que je veux vous dire sur cette allocation, c'est une allocation différentielle. C'est important de savoir de quoi on parle. Parce que dans les actualités, on vous en parle du RSA. Et de ces gens qui sont au RSA et qui doivent absolument aller faire 15 heures de bénévolat pour avoir le RSA, sinon on va leur enlever. C'est important de savoir de quoi on parle. Le RSA pour une personne seule, c'est 607 €. Mais ce n'est jamais 607 €, puisque c'est une allocation différentielle. On soustrait toujours le forfait logement. Donc de 607, on passe à 527. Et puis on soustrait... De toute façon, pour les plus pauvres, ce n'est pas comme pour ceux qui payent des impôts. Ce n'est pas en plus. Parce que moi, je paye des impôts. Et je sais très bien que de temps en temps, quand je donne, par exemple, pas mal à des associations, je vais recevoir des sous des impôts. Mais pour les plus pauvres, le système ne marche qu'avec la soustraction. C'est-à-dire qu'on surveille les gens qui sont au RSA, au point que si vous avez eu l'idée à Noël de verser 50 ou 80 € à quelqu'un qui est au RSA et qu'il l'a mis sur son compte en banque, eh bien ce sera déduit de son RSA le mois suivant ou dans les 3 mois. Parce que tous les 3 mois, on revoit le montant du RSA. Ça veut dire que les gens qui sont dans la précarité
on les maintient dans cette grande précarité. On les maintient dans cette idée que demain, tu ne peux pas voir après-demain. Tu ne pourras pas voir après-demain. Parce que, de toute façon, tu ne sais pas déjà de quoi demain est fait. Voilà, c'était mon petit coup de colère. Je voulais pas être plus longue là-dessus. Mais je suis venue vous parler de l'école. Et particulièrement, je voudrais vous parler de la relation entre les parents et les enseignants. De la relation entre des adultes qui vivent la grande précarité et des professionnels de l'action sociale aussi, par exemple. Ce que je veux vous dire, c'est que pour nous, il est absolument essentiel que tous les enfants puissent réussir à l'école. Vous l'avez compris, ça fait partie du combat d'ATD Quart Monde. Faire que tous les enfants puissent développer leur potentiel, développer leur intelligence et qu'ils puissent dire « Voilà, moi, je veux faire un CAP de menuisier. Moi, au contraire, je veux passer mon bac parce que je veux absolument ensuite aller à la fac. Je veux faire des études de telle ou telle chose. » Mais pour ça, il faut que les enfants osent apprendre. Il faut qu'ils osent rentrer dans les apprentissages qui sont proposés par les enseignants. Parce qu'il y a une chose qui bloque beaucoup, trop d'enfants dans notre pays à l'école, c'est le conflit de loyauté. Le conflit de loyauté, c'est quelque chose de très simple. C'est un gros mot pour quelque chose de très simple. C'est un enfant qui est en classe et qui sent que le langage de l'école est très différent du langage de la maison, qui, de peur de trahir sa famille, son milieu, bloque de façon tout à fait inconsciente les apprentissages dans sa tête. Il ne rentre pas dans ce que l'enseignant lui propose, de peur de trahir sa famille, de peur de trahir ses parents. Et ça, c'est très important, parce qu'il ne s'agit pas que ce conflit de loyauté se débloque à l'âge adulte, à 35 ou 40 ans. C'est dommage quand même. Donc, il s'agit d'essayer de le débloquer le plus tôt possible. Il n'y a aucune recette miracle. Mais il y a quand même un point qui est important, c'est cette relation parent-enseignant. Oser dialoguer avec les parents. C'est pas simple pour les enseignants. Excusez-moi, j'ai besoin de boire un coup. Les enseignants, ils n'ont reçu aucune formation pour dialoguer avec les parents. Jamais. Ou alors c'est très rare. Parce que parfois je dis ça devant des enseignants et ils me disent « moi j'en ai une ». Oui, bon, alors d'accord, mais vous êtes complètement exceptionnel parce que c'est franchement pas dans les maquettes des INSPE et tout ça. C'est pas simple d'accueillir un parent. Parce qu'un parent, lorsqu'un enseignant le rencontre, les premiers mots qu'un enseignant va dire à un parent sur l'enfant du parent, ils sont absolument essentiels. Les premiers mots qui seront dits sont absolument essentiels. Parce que le parent vous confie ce qu'il a de plus précieux. Son trésor absolu, c'est son enfant. Et on est tous pareils. Moi, j'en ai 3. Je pense qu'on est tous pareils quand on est parents. C'est-à-dire qu'on est prêt à sortir les griffes dès qu'un autre adulte commence à dire du mal de votre enfant. Et c'est normal. Et c'est tout à fait normal. Il y a une autre chose qui est très importante, c'est que quand on parle d'éducation, d'un enseignant à un parent, on est entre adultes et il n'y a pas d'enfants. Les questions d'éducation concernent les parents avec les enseignants. Ça, c'est très important pour qu'ensuite l'enfant ose apprendre en classe. Il faut qu'il sente qu'il y a une certaine confiance, une certaine connivence entre l'enseignant et son parent. C'est vraiment, à mon avis, un point absolument essentiel.
J'ai prévu de vous parler plein de trucs, alors il faut que j'accélère. Avec Jean-Paul, qui vous a présenté son rapport qui est à droite, quand nous avons fait ce travail, quand Jean-Paul a fait ce travail sur ce rapport qui a été demandé par la ministre, moi il se trouve que je siégeais pour ATD Quart Monde dans la 3e assemblée de notre République, qui est le Conseil économique, social et environnemental. Et donc, avec mes collègues, mais aussi avec des enseignants, avec des chercheurs, et avec des gens, des militants Quart Monde, des gens qui ont l'expérience de la grande pauvreté, j'ai réalisé cet avis, qui est une école de la réussite pour tous. C'est pas souvent, c'est un avis du CESE, et en tout cas quelque chose sur l'école qui est positif, qui dit ce qui marche dans l'école pour permettre la réussite de tous les enfants. Et ça, c'est vraiment important. Et ce qui est assez novateur dans cet avis, c'est que nous faisons des propositions qui vont bien au-delà de ce qu'osent d'habitude des conseillers du CESE, parce que nous avons travaillé avec des chercheurs, avec des enseignants et avec des personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté. Voilà, je vous incite à lire ces deux rapports. Celui du CESE, comme celui de Jean-Paul, sont téléchargeables sur Internet. Et celui du CESE, moi, je peux vous le faire envoyer en format papier, puisque c'est imprimé, voilà. Le CESE vous offre ça. À ATD Quart Monde, nous travaillons actuellement, mais c'est juste pour vous donner une petite étincelle comme ça, parce que je voudrais être plus longue sur autre chose après. Nous faisons une recherche sur l'orientation scolaire des enfants de milieux défavorisés dans notre école. Pourquoi nous faisons cette recherche? Parce qu'à la suite du travail que nous avons fait au CESE avant, nous nous sommes rendus compte, comme le disait Jean-Paul tout à l'heure, dans les SECPA, les jeunes qui sont dans les SECPA, ils sont 80% à être issus de milieux défavorisés. Mais ça, c'est une chose. Mais moi, ce qui me choque terriblement, c'est qu'à la sortie de ces SECPA, ils sont 63% à sortir en étant inscrits nulle part, en n'ayant aucun diplôme. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas laisser des jeunes comme ça sur le bord du chemin. 63, je vous ai dit 63 ou 67, vous me suivez là, hein? 63. C'est bien, vous me suivez. Et donc, ils sont 37% à aller vers un CAP très souvent non choisi. Et ça, c'est pareil. Enfin, pour moi, c'est un vrai crève-cœur. Moi, j'ai passé un CAP de photographe dans ma jeunesse. Je suis photographe et passionné de photographie. Mais franchement, on ne m'aurait pas fait passer un CAP de menuiserie, même si j'adore la menuiserie, je n'aurais pas passé un autre CAP. Donc, on ne peut pas imaginer que des jeunes dans notre pays aillent passer un CAP d'aide à la personne alors qu'ils veulent être ébénistes. Enfin, c'est pas possible, ça. Et pourtant, c'est le cas partout. Donc, ça doit bouger. Donc, nous nous sommes dit, on va aller rencontrer, on va aller voir des écoles, on va aller leur proposer de faire une recherche sur 5 ans pour mieux comprendre pourquoi il y a des enfants qui partent comme ça sur des voies et qui, au bout du compte, ne choisissent pas leur orientation. Nous sommes avec une quinzaine d'écoles en France. Notre recherche s'appelle CIPES, choisir l'intégration pour éviter la ségrégation. Il y a un site où vous pouvez suivre nos travaux et une lettre qui donne des nouvelles. Mais surtout, cette recherche, elle est très particulière parce que c'est une recherche participative. Chaque école est avec un chercheur. Mais dans chaque école, quand nous avons démarré la recherche et tout au long, nous sommes allés faire des observations dans les classes. Nous sommes allés faire des observations de chercheurs et de militants Quart Monde, 2 personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté. Et ce que nous pouvons dire nous sommes à 4 ans, au bout de 4 ans de cette recherche, 4-5 ans avec Covid, on ne sait plus très bien, c'est que ces observations des chercheurs, c'est absolument passionnant pour voir ce qu'il faut essayer de faire changer,
mais que les observations des militants quart-monde vont nous permettre de faire changer des choses auxquelles nous n'avions absolument pas pensé. Et je ne serai pas plus longue là-dessus. Tac. J'en viens à mon dernier point, qui est de vous présenter le livre que j'ai réalisé à la demande de Vincent Payon. Pourquoi j'ai accepté de faire un livre? Franchement, quand il m'a téléphoné, j'ai dit non mais un livre sur l'école, je ne suis pas capable. Et puis j'ai réfléchi avec mes amis d'Atelier Quart-Monde, parce que nous sommes toujours très coopératifs dans notre mouvement. Donc j'ai réfléchi avec des amis d'Atelier Quart-Monde et nous nous sommes dit, voilà une belle occasion de faire connaître le combat éducation d'Atelier Quart-Monde. Depuis plus de 60 ans, nous voulons une école qui permet la réussite de tous et nous avons essayé beaucoup de choses. Donc voilà, donc je raconte ce combat éducation d'Atelier Quart-Monde. Ah oui, non, c'est pas la bonne diapo, je me suis trompée. Ah si, c'est celle-là, pardon. Là, j'ai touché trop tôt. Bon, voilà. Excusez-moi, je me suis laissé distrait. Bon, ça va revenir. Donc, je raconte le combat éducation d'Atelier Quart-Monde. Ah, voilà, bah, ça fait comme toi, Jean-Paul. Je sais pas, c'est capricieux, ce truc. Et surtout, dans ce livre, le point central de ce livre, et qui est extrêmement novateur, parce qu'il n'y a aucun livre où ils ont la parole, comme ça. Il y a 10 militants Quart-Monde, de 17 à 67 ans, qui racontent leur parcours scolaire. Alors, le parcours scolaire des militants Quart-Monde, c'est des gens qui ont vécu dans la grande pauvreté, donc c'est un peu comme le tien, hein, ça pourrait... Voilà, c'est un parcours scolaire qui n'est pas forcément le plus linéaire possible, quoi, hein, qui ne mène pas au bac. Ça fait plutôt mal de lire leur parcours scolaire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tous ces militants Quart-Monde disent ce qu'il faut changer dans l'école pour que tous les enfants puissent réussir. Et ça, c'est absolument essentiel. Parce que je crois que notre école ne bougera pas tant qu'on n'aura pas écouté les bonnes personnes. Et à la suite de ces 10 militants Quart-Monde, il y a 3 chercheurs, une chercheuse, une directrice d'école et un enseignant syndicaliste qui témoignent du travail que nous faisons dans cette recherche sur l'orientation scolaire. Voilà, je vous présente ce livre que, donc, avec les livres de Jean-Paul, seront à vendre à la sortie, L'égale dignité des invisibles, quand les sans-voix parlent de l'école. Une occasion de donner la parole à des gens qui ne l'ont jamais. C'est surtout ça qui m'a porté dans ce livre. Voilà, je vous remercie beaucoup et on va discuter. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main pour que je puisse faire passer les micros. Camilla, tu peux venir s'il te plaît? Allez, Camilla. Alors, qui se lance pour la première question? C'est jamais la plus simple. Allez-y, monsieur. Iman, tu viens s'il te plaît? Oui, j'avais une question, c'est une question d'actualité. Comment vous expliquez que les journalistes fassent des pages complètes dans les journaux, à la radio, etc., sur l'abaya, sur l'uniforme à l'école, ce genre de choses, et qu'on n'entende pas parler des problèmes que vous avez abordés, en particulier sur les injustices de financement et autres? C'est juste pour demander si vous voulez nous remettre la lumière partout. Ça sera beaucoup plus agréable pour discuter, si vous voulez bien. Et moi, je réponds à votre question. Pour moi,
ce ne sont pas tant les journalistes que le ministre qui met les ministres qui mettent ça sur le devant de la scène, et ensuite les journalistes en font des gorges chaudes. Mais bon, voilà quoi. Hein. Oui, non, effectivement. L'uniforme, on a l'illusion que ça va cacher les inégalités. Les inégalités, il faut les combattre. Il ne faut pas les cacher. Que l'on ait mis l'accent sur tel ou tel, je vais parler de la Maya, etc. Enfin, tout ça, ça sent quand même la diversion. Et pendant qu'on parle de ça, effectivement, on n'a pas parlé du fond, on n'a pas parlé... Il y a 2 ans, par exemple 3 ans, parce que le temps passe vite, alors même qu'on diminue les fonds sociaux, on lance comme ça, un ministre lance l'idée que les pauvres dépenseraient mal l'allocation de rentrée scolaire. Vous vous souvenez de ça? Ils achèteraient des écrans plats. C'est un vrai scandale. Je veux dire, celui qui vous parle, moi j'ai passé le concours d'entrée à l'école normale d'instituteur en fin de 3e, en 1967, et ma mère, qui a écrit partout parce qu'on n'avait pas de sous, elle a obtenu du général de Gaulle, via l'Élysée, via le recteur, une bourse exceptionnelle de 500 francs de l'époque pour que j'achète mon trousseau. Alors on en a fait profiter aussi mes frères et ma sœur. Il est resté un petit peu d'argent. Et qu'est-ce qu'elle a fait ma mère avec ce petit peu d'argent? Elle a acheté en 1967 une télévision noir et blanc d'occasion. Où est le scandale? Où est le scandale quand on ne sort pas, quand on ne va pas en vacances, etc. Ces gens-là, c'est toujours, comme tu le disais, Marie-Hélène, c'est toujours aux pauvres, effectivement, qu'on demande des comptes. Est-ce qu'on a demandé à ceux qui ont bénéficié de la suppression de l'impôt sur la fortune, puisque ça avait ruisselé, ce qu'ils ont fait de cet argent? Non. Donc, effectivement, pendant qu'on parle de l'uniforme, pendant qu'on parle d'un certain nombre de choses, on ne parle pas de mixité sociale, par exemple. On ferait mieux de parler de mixité sociale et scolaire. Parce que ça c'est un vrai levier pour que tous les enfants de ce pays réussissent mieux et au-delà, d'ailleurs, apprennent à se côtoyer, à se parler, à échanger dans leur scolarité, ce qui fait ensuite des citoyens qui se connaissent mieux. Donc, on ne peut pas vous répondre autre chose que c'est de la diversion. Et évidemment, il ne faut pas tomber dans le piège. Il faut essayer de ne pas y tomber. Les enfants, c'est pas pour les parents. Bonsoir Eliane. Oui, l'allocation de rentrée scolaire, c'est pour les enfants, c'est pas pour les parents. Tu as raison Eliane, je suis complètement d'accord. Mais après, les parents, ils gèrent comme ils veulent. Hein, c'est un tout. Ouais, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est pas une solution. C'est à eux, c'est pas à nous, On est d'accord. C'est à la famille. Allez-y, madame. J'ai une question sur la question de la mixité scolaire, parce que je me dis, il y a les politiques de discrimination positive où on renforce les moyens en zone prioritaire, etc. On entend du coup qu'il y a des stratégies dès qu'il y a des tentatives de mixité, de détournement et de filières un peu annexes, ou alors vers le privé. Du coup, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? La réponse qu'on peut vous faire, c'est qu'il y a un temps pour tout. C'est-à-dire que le temps de la scolarité obligatoire, donc maintenant de 3 à 16 ans, école, collège, c'est le temps du commun. C'est le temps du scolarisé ensemble. Ce n'est pas le temps du tri et de la sélection. Et donc, si on veut que ce soit le temps du commun, eh bien, il faut que l'ensemble des enseignements de la scolarité obligatoire fasse sens pour tous les élèves. Je peux vous donner un exemple. Pourquoi est-ce que le travail manuel a disparu des programmes scolaires de la scolarité obligatoire? Il n'y a pratiquement plus de travail manuel. Tout simplement parce que celles et ceux dont les enfants vont au lycée général, dans les classes prépa, se disent on n'a pas besoin de travail manuel puisque ce n'est pas ça qui va nous aider à entrer en classe préparatoire aux grandes écoles. Donc si on veut éviter ces parcours qui visent à protéger ces enfants de la fréquentation des enfants des autres, c'est de faire vraiment du commun pour la scolarité obligatoire. Et après, évidemment,
après le collège, là, il y a de la diversification, il y a des formations différentes, mais ces formations différentes ne seront pas des formations d'inégale dignité, elles seront au contraire d'égale dignité parce qu'on aura ce socle commun qui permettra à tous les citoyennes et tous les citoyens d'avoir un fond commun pour se parler, pour échanger, un fond de culture commune. Et donc, dès qu'on laisse dans la scolarité obligatoire entrer précocement la sélection et le tri, là, effectivement, on va au-devant de ces difficultés, parce que chacun va vouloir la classe bilan pour protéger son enfant, la section européenne, etc. Et bientôt, vous savez, dès peut-être la grande section maternelle, si on regarde les instructions qui sont en cours là, la grande section maternelle risque, elle aussi, d'être une classe dans laquelle on va exercer une pression importante sur les enfants qui va anticiper d'une certaine manière le tri et la sélection. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quand même extrêmement compliqué à mettre en œuvre parce qu'il y a une pression sociale très forte qui va dans l'autre sens. L'école n'a jamais été aussi importante, ça n'a jamais été aussi important d'être diplômé, donc chacun veut le meilleur pour son enfant. Certains pensent qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde, donc si son enfant peut jouer des coudes et être dans une filière qui va lui donner un petit peu plus de chance, eh bien pourquoi pas. Donc c'est compliqué d'aller contre une tendance qui vise au chacun pour soi, à l'individualisme. Mais on ne bâtit pas une société si très précocement et dans la scolarité obligatoire, on apprend aux enfants à entrer en compétition les uns avec les autres en se marchant dessus pour pouvoir sortir plus vite. Donc ça dépend de quelle société. C'est pour ça que je dis que c'est un choix politique, un choix de société, qu'il faudrait que posément dans ce pays, on puisse se poser comme question entre citoyennes et citoyens. Ce qui ne va pas dans notre pays aujourd'hui, et je ne vais pas trop long dans ma réponse, ce qui ne va pas dans notre pays aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas pris le temps de faire partager le diagnostic sur l'état de l'école à l'ensemble des citoyens. Si on prenait un tout petit peu, on a bien fait des conventions citoyennes sur tel ou tel sujet, on n'en a pas fait sur l'école. Parlons entre citoyens de l'état de l'école, de ce qu'il faudrait faire. Mettons-nous d'accord toutes options politiques confondues sur 1, 2, 3, 4 grands objectifs sur lesquels on se tiendrait au-delà des alternances politiques. Figurez-vous que c'est ce qu'ils ont fait les Finlandais. Les Finlandais, il y a 30 ans, leur système éducatif était au 6e dessous. C'était une catastrophe. Ils se sont choisis de façon consensuelle dans le pays 4, 5 grands objectifs et ils s'y sont tenus alors même qu'ils ont aussi changé de gouvernement, changé d'option politique, mais ces objectifs-là, ils n'en ont pas démordu, c'est resté leur ligne et aujourd'hui, ils en touchent les bénéfices. Donc prenons le temps, c'est l'occasion que vous nous offrez là ce soir, d'essayer, Marie-Hélène et moi, de vous faire partager de ce diagnostic qui devrait être un diagnostic commun. Je veux juste ajouter une petite chose, c'est que le tri, il se fait dès l'école maternelle. Dès l'école maternelle. Moi, je suis claire avec la recherche que nous faisons, nous le voyons très bien. Voilà. Vous vouliez poser une question, madame? Oui, effectivement, par rapport à la formation des enseignants, je voulais savoir si on forme les enseignants par rapport au fonctionnement des élèves. Parce que chaque élève fonctionne différemment, donc peut-être faudra-t-il s'adapter au fonctionnement des élèves. Et pour pouvoir rentrer en relation de confiance avec les parents, est-ce qu'ils sont formés à l'écoute, aux cultures des personnes, à pouvoir... En fait, on est sur la base de l'éducation. Alors, merci pour cette question, parce que c'est l'occasion de dire qu'on a beaucoup de chance dans ce pays d'avoir des enseignants qui sont engagés dans leur métier, qui sont dévoués, qui ne comptent pas leur temps. Et c'est un quasi-miracle d'ailleurs, parce qu'ils sont tellement dévalorisés, tellement pressurés de toutes sortes d'instructions qui changent selon les ministres. Enfin, on a un corps enseignant là qui est admirable, parce que malgré les difficultés rencontrées, malgré les salaires de misère pour lesquels on les paye, ils tiennent le cap, ils tiennent la route. Mais ils tiennent cette route avec énormément de difficultés, parce qu'en effet, ils ne sont pas suffisamment formés.
La France a une particularité, c'est que nos enseignants sont plutôt bien formés sur le plan universitaire. En Europe, d'ailleurs, il y a assez peu de pays qui recrutent leurs enseignants à Bac plus 5. En France, on le fait à Bac plus 5. Donc, sur le plan universitaire, académique, des connaissances, on a plutôt des enseignants qui sont d'un bon niveau par rapport à leurs collègues européens. Là où ça pêche en France, c'est qu'on a estimé en France qu'un bon niveau universitaire, ça suffirait pour faire un bon enseignant. Et donc, on a, dans le temps de formation des enseignants, pas assez de temps pour des formations à l'enseignement des disciplines, à la connaissance des élèves, aux difficultés que peuvent rencontrer les élèves dans leurs apprentissages, à la connaissance des différents publics. Les enseignants, ils ne sont plus issus pratiquement des milieux populaires. Ma génération, oui. Quand je passe le concours d'entrée en 1967 à l'école normale, je peux vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants de bourgeois dans ma promotion. Hein, on était des enfants du peuple. Aujourd'hui, à Bac plus 5, il n'y a pratiquement plus d'enfants du peuple qui deviennent enseignants. Ils sont rares. Ils sont essentiellement les enseignants issus des classes moyennes. Ce n'est pas de leur faute. Hein. Simplement, sociologiquement, il y a un écart avec les publics diversifiés qui sont devant eux. Et donc, comme dans la formation initiale, et encore pire dans la formation continue qui a pratiquement disparu, on ne leur donne pas suffisamment d'outils pour aborder toutes les difficultés de leur métier. Le métier d'enseignant n'a jamais été aussi difficile. Parce que, pour toutes sortes de raisons, hein, que les enfants ont évolué, que les connaissances à transmettre sont de plus en plus importantes, contrairement à des idées reçues. On a un niveau de formation qui n'a pas de commune mesure à ce que c'était il y a 40 ou 50 ans. Il peut y avoir aussi, là, évidemment, il y a des difficultés plus en orthographe aujourd'hui qu'il y a 20 ans, mais nos enfants connaissent bien plus de choses dans d'autres domaines qu'il y a 20 ans, donc tout ça est un équilibre qu'il faut savoir observer. Mais encore une fois, nos enseignants, ils le réclament d'ailleurs. Ils réclament un temps de formation plus important, de formation initiale et de formation continue. Et ça pêche aujourd'hui. Et malheureusement, depuis quelques années, on a fait des économies sur la formation des enseignants dans ce pays. Il y a même un moment, en 2000, on a oublié ça, mais de 2008 à 2012, il n'y avait plus de formation du tout, puisqu'on avait supprimé tous les postes d'enseignants stagiaires. Après le concours, ils allaient directement en classe. On a osé faire ça dans ce pays, tout simplement pour faire des économies. Bah, la formation continue, alors là, oui, c'est pratiquement le niveau zéro. Quelle profession accepterait d'être traitée comme cela? Enfin, vous imaginez un médecin, une infirmière, sans formation continue, on n'oserait pas confier notre santé à des gens qui n'auraient pas de formation continue. Et les enseignants, ils se forment, mais eux-mêmes. Souvent, d'ailleurs, on l'a remarqué avec Marie-Hélène, ce sont les organisations syndicales qui ont pris le relais et qui font de la formation sur le temps syndical pour faire de la formation ce que l'éducation nationale ne fait plus suffisamment. Moi, je voulais parler d'un sujet qui me semble central, c'est l'élitisme dans notre pays, qui est pour moi une des causes aussi, parce qu'en fait, au niveau de l'enseignement, on ne valorise absolument pas tout ce qui est d'ordre manuel, enfin, entre guillemets, ce qu'on appelle manuel. Et en fait, si on en parlait dès la primaire, dès la maternelle, si on permettait aux enfants peut-être de s'orienter aussi plus tôt, il y a des enfants qui ont une fibre aussi pour certains domaines et en fait qui clairement ne sont absolument pas faits pour un système classique mais s'épanouiraient complètement dans un autre. Et je trouve que c'est dommage qu'on ne permette pas à ces enfants d'expérimenter. Typiquement, vous parliez du CAP où on les oblige à faire un CAP qu'ils n'ont pas choisi. Mais si jeunes, on leur permettait de connaître tout ce qui existe, si on payait les formations de jeunes en difficulté par exemple mais qui ont une vocation pour faire autre chose, si on leur permettait d'expérimenter différents types de métiers plus tôt, savoir, enfin, je ne sais pas, moi je pense qu'il y a quelque chose comme ça à réfléchir, et peut-être qu'ils trouveraient vraiment une voie qui les intéresse, mais en expérimentant différentes choses, et ce serait financé aussi, comme ça ce serait accessible. Et voilà, parce qu'il y a quand même un côté aussi à vouloir absolument garder les enfants longtemps dans un système scolaire, alors que des fois, vraiment, dans un classique, je veux dire, alors que c'est vraiment clairement pas leur truc, et ça crée aussi des problématiques dans tous les sens, et pour eux et pour d'autres élèves, et je trouve ça hyper dommage qu'on soit encore aussi élitiste, et il y a encore aussi il y a malheureusement quelques enseignants aussi qui ont cet esprit un peu élitiste, et
Et c'est quand même dommage que la France soit comme ça. On le voit au niveau professionnel aussi. On continue à ne valoriser que les gens qui ont fait des études longues. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, quand on est bac plus 5, on est plutôt bien perçu, mais dès qu'on a moins de bac plus 3, on n'est pas bien considéré. Donc voilà. Enfin, voilà. Moi, je suis bac plus 5, voilà, donc je peux le dire. Hein. Moi, je me sens dans ces métiers qui sont valorisés. Et je vois bien que ce n'est pas le cas du tout des autres métiers. Moi, je travaille à l'hôpital et on voit des grosses différences, voilà, de traitement. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment valoriser tous les métiers. Je crois que ça part de là aussi, qu'on arrête d'être méprisant. On est tous aussi importants. Ça passe par les salaires aussi. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on se demande pourquoi on paye plus certains types de métiers, pas d'autres, alors qu'en fait, on est tous aussi importants. Enfin, voilà. On peut évidemment partager ce que vous venez de dire à une réserve près tout de même. Effectivement, il faudrait que l'on puisse, dans le temps de la scolarité obligatoire, ouvrir tous les possibles à tous les enfants pour qu'effectivement, après, ils fassent des choix d'orientation qui soient des choix d'orientation réfléchis. Entre parenthèses, ça veut dire qu'il ne faut pas que la bifurcation démarre trop tôt. Je pense que le temps de la scolarité obligatoire, quand même, on est la 7e puissance économique mondiale, on est quand même capable de scolariser ensemble tous les enfants jusqu'à 16 ans. Quand même. Et que dans le contenu de cette scolarité de 3 maintenant à 16 ans, il y ait effectivement une plus grande diversité des enseignements, et c'est là que je vous rejoins, pour que tous les enfants, tous, puissent effectivement regarder telle ou telle aptitude, telle ou telle capacité, qu'elle soit manuelle ou autre. Parce que là où je peux me détacher de vous, c'est que, attention, historiquement dans notre pays, chaque fois qu'on a dit qu'il faut que certains enfants sont en difficulté à l'école et qu'il faudrait qu'ils en partent plus tôt, ça a toujours concerné les enfants du peuple. C'est jamais un raisonnement que l'on a eu pour les enfants de médecins, de notaires, d'ingénieurs ou d'architectes. C'est toujours pour les enfants du peuple qu'on dit ils s'embêtent à l'école. Et ils s'embêtent à l'école, pourquoi? Parce qu'on a fait un système scolaire, un système d'enseignement, dans lequel les enfants du peuple voient très vite que l'école qui les accueille n'a pas été pensée pour tous, mais elle a été pensée effectivement pour ceux qui se destinent à des formations générales. Donc, dans le temps de la scolarité obligatoire, oui, il faut remettre des ateliers dans nos collèges, mais que les enfants de médecins aillent faire de l'ébénisterie, aillent faire de la tôlerie, etc. Que tout le monde touche à tout, et que tout le monde fasse du grec, que tout le monde fasse du latin, que tout le monde... Dans la scolarité obligatoire, il faut qu'on puisse toucher à tout, et qu'ensuite, effectivement, il peut y avoir des choix qui soient plus réfléchis. Faites attention quand même, hein, parce qu'il y a eu des émeutes en 2005. Certains étaient trop jeunes mais des émeutes urbaines en 2005, à la suite de la mort de Zayeb et Bouna. C'est ces deux jeunes qui ont été électrocutés dans un transformateur à Clichy. Clichy-sous-Bois dans le 93. Un ministre dit, pour que les émeutes cessent, il faut l'apprentissage à 14 ans. Mais comment ça peut germer dans une tête de dire que pour que les jeunes ne se révoltent pas, il faut les faire sortir de l'école? Ça n'a strictement aucun sens. Alors, ce n'est pas du tout ce que vous dites, hein, bien entendu, mais voyez, il faut nuancer ça. Le temps de la scolarité obligatoire, j'y reviens, je martèle cela, jusque 16 ans, c'est le temps du commun. Et pour que ce soit le temps du commun, il faut que tout le monde s'y retrouve. Et que le système d'enseignement ne soit pas uniquement conçu pour ceux qui vont se décider, effectivement, à bac plus 5. Maintenant, sur les élites, moi, je n'ai pas de problème avec les élites. Hein. Un pays a besoin d'élites. Simplement, souvenons-nous du Conseil national de la résistance, que les élites soient constamment renouvelées par les apports populaires. Aujourd'hui, on assiste à quoi? On assiste à un clonage des élites. Ce n'est pas de la méritocratie, c'est de l'héritocratie. C'est-à-dire, on est élite de père en fils ou de mère en fille. Et ça, c'est insupportable. Parce que nous sommes aujourd'hui gouvernés, à droite comme à gauche, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans mes propos, nous sommes aujourd'hui gouvernés par des élites qui n'ont jamais vu le peuple de près, y compris à l'école. Et ça, c'est pas possible, que ça dure longtemps. Quelle démocratie durable si on n'est pas capable, pendant la scolarité obligatoire, de faire en sorte que le fils du bourgeois et le fils du pauvre soient ensemble?
d'enchaîner là-dessus parce que, pour continuer dans la réponse, je partage ce que dit Jean-Paul. Moi, je trouve absolument essentiel que les enfants puissent, dès le plus jeune âge, jouer ensemble, des enfants de milieux différents. C'est absolument essentiel pour l'avenir même de notre démocratie, si on veut aller plus loin. C'est-à-dire que des enfants puissent jouer ensemble, apprendre ensemble, développer leur esprit critique ensemble, c'est absolument essentiel si on veut qu'ensuite, à l'âge adulte, ils se respectent et ils fassent société ensemble. Parce que comment voulez-vous vous respecter alors que vous n'avez jamais eu de commun avant ensemble? Ça, c'est vraiment, c'est pour moi quelque chose d'absolument essentiel. Si on veut que dans notre société, tout le monde se respecte, je ne dis pas que tout le monde soit ami, hein, c'est pas du tout le sujet, mais qu'on se respecte et que le chef d'entreprise ou le principal de collège, quand il va rencontrer le parent ou la personne qui va venir faire le ménage dans son collège et qu'ils auront fait un bout de scolarité ensemble, qu'ils auront joué ensemble, qu'ils auront discuté, qu'ils se seront bagarrés, peu importe, dans leur jeunesse, ensemble, ça fait autre chose. C'est autre chose d'avoir des énarques, par exemple, comme on a dans les ministères et un peu partout à la tête de l'État, d'avoir des énarques qui ont pu rencontrer, jouer, dialoguer avec des jeunes d'autres milieux sociaux que des énarques qui ne les ont jamais rencontrés. Enfin, pour là où je suis actuellement en étant à ATD Quart Monde, je peux vous dire que quand je rencontre des gens qui sont haut placés, que ce soit des ministres, des préfets, des gens dans des cabinets ministériels, je fais une grande différence entre ceux qui ont justement eu des communs. Ils me le disent d'emblée quand ils me rencontrent. Moi, j'ai eu des communs avec eux. Ils ne me le disent pas comme ça, mais ils me racontent leur histoire. Il y a eu des communs, et quand il n'y en a pas eu, on le voit bien. Voilà, pour moi, c'est très important. Ça. Madame là-haut, et puis après on vous passe un micro, madame. On va peut-être, faut qu'on surveille l'heure quand même, hein, parce que sinon on va perdre tout le monde au fur et à mesure. C'était simplement pour faire une remarque. Dimanche soir sur la 5, Aurélie Filippetti a parlé justement de l'importance de cette mixité sociale en insistant beaucoup. Elle a eu beaucoup de cran parce qu'elle avait autour d'elle des personnes qui n'étaient pas tout à fait persuadées. Donc si vous voulez regarder, c'était dimanche soir, je crois que c'est l'émission sur la 5 vers 20h. Et il parlait du livre de Jean-Paul, Exception consolante. Voilà, et c'était très intéressant. Voilà, c'était une remarque. Alors, moi, je voulais juste me permettre une toute petite rectification sur... je suis à 100% d'accord avec tout ce qui a été dit, sauf à Angers, il n'y a pas... les rythmes scolaires n'ont pas été gardés pour tout le monde. Le privé n'a pas cours le mercredi et le public a cours le mercredi, ce qui fait séparatisme, puisque des institutions publiques n'ouvrent des cours que pour les élèves du privé. On m'a suivi ? Voilà. Je voulais juste rectifier parce que je sais qu'il y a des élus dans la salle que j'ai vu un peu et je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment. Merci pour la rectification. C'est tout le problème que nous avons. Le problème qu'on a en France n'est pas l'existence d'un enseignement privé, c'est une liberté fondamentale, c'est dans la Constitution, c'est une liberté constitutionnelle, la liberté de l'enseignement. On choisit l'école que l'on souhaite pour ses enfants. Ça, c'est pas du tout à remettre en cause. Ce qui est un problème dans notre pays, c'est que nous avons poussé très loin le financement de l'enseignement privé. En fait, à part les Pays-Bas et l'Irlande, nous sommes le pays qui, en Europe, finance le plus la concurrence privée de son école publique, sans beaucoup de contrepartie en échange. Et effectivement, les établissements privés peuvent s'exonérer d'un certain nombre d'obligations, par exemple sur les rythmes scolaires. En 2013, quand on a mis les rythmes scolaires à 4 jours et demi, le secrétaire général de l'enseignement catholique nous a dit ça ne sera pas pour nous. On met en place la charte de la laïcité à l'école, c'est pas pour l'enseignement privé, etc., etc., etc. Donc,
il va falloir un moment, d'ailleurs la Cour des comptes, je vous invite à lire le rapport de la Cour des comptes de juin 2023 sur l'enseignement privé, il est extrêmement précis, et ce sont des magistrats qui écrivent cela, et qui disent au ministère de l'Éducation nationale, vous ne faites pas suffisamment de contrôle de ce qui se fait dans l'enseignement privé sous contrat, c'est pas normal qu'ils n'appliquent pas tous les instructions comme il le faudrait, on a vu quelques exemples avec Stanislas, hein, où les enseignements obligatoires ne sont pas tous respectés, où un établissement privé sous contrat, il doit accueillir tous les enfants, quels qu'ils soient, et ne doit pas faire de prosélytisme religieux, ce qui n'est pas le cas à Stanislas. Donc on a là largement de quoi dénoncer le contrat. Donc le problème que vous soulignez, c'est le manque d'exigence de la part de l'État, de contrôle d'établissements qu'il finance, encore une fois, à 75%. Donc c'est la moindre des choses de contrôler ce qu'on fait de notre argent. Oui, excusez-moi, alors, je vous laisse la parole si vous voulez. Sûr ? Ok. Bonsoir, merci à vous deux pour ces interventions très intéressantes. Merci à l'équipe de KTE d'avoir organisé ce débat, ça fait du bien. Je reprendrai une remarque, monsieur Delahaye, sur votre démarrage. Vous parlez du Conseil national de la résistance. Alors, de qui est composé ce Conseil national de la résistance ? Il n'est pas composé des élites de l'époque, parce que les élites, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, comme vous le savez, a collaboré avec l'Allemagne pour une grande partie. Alors ces membres du Conseil national de la résistance, il s'est composé de communistes, de syndicalistes, parfois de marginaux, parfois même de monarchistes. Voilà, c'est ça le Conseil national de la résistance. On a qui aujourd'hui au sommet de l'État, comme Premier ministre, par quelles écoles est-il passé? Et la ministre de l'Éducation nationale, où met-elle ses enfants? Alors vous parlez des élites, moi je ne les appelle plus les élites, parce que ce ne sont pas des élites, ce sont des gens qui ont kidnappé d'une part la démocratie, et qui kidnappent aujourd'hui l'éducation des enfants. Et je vous le dis, en plus comme professeur de l'Éducation nationale. Sur cette bonne soirée, je me lève à 6h demain pour aller faire mon devoir pour la République. Alors, moi je voudrais poser comme question, parce que c'est vrai que là c'est des constats, mais en attendant donc ce système change et c'est compliqué. Donc, est-ce qu'il existe des leviers pour pallier justement à ces inégalités et lutter contre ces orientations non choisies? Je vais vous prendre juste un exemple. Moi, je connais les écoles hors contrat. J'ai eu ma fille à Montessori, j'ai eu avec contrat, j'ai eu en école privée, j'ai même fait l'école à la maison, justement pour éviter ce genre de situation. Donc j'ai ma fille qui a fait un CAP, elle l'a eu, et elle s'est dit justement, moi je veux continuer l'école. Et quand elle est partie donc, pour reprendre son bac au lycée, elle a des grosses difficultés. Donc, mais elle veut y arriver. Aujourd'hui, avec toutes les difficultés, elle est à la fac en fait. Donc elle y arrive, mais elle a toujours ces difficultés qui traînent derrière elle. Aujourd'hui, ce que je souhaiterais savoir, c'est, parce qu'on parle beaucoup d'argent, donc comment justement faire vivre la coéducation qui nécessite des financements pour soutenir justement ces démarches volontaires, des volontaristes, pardon, et qui devrait justement, ou qui pourrait financer ces démarches pour les aider à arriver à ce qu'ils veulent faire sans passer par des choix. Vous me donnez 4 heures? Moi je veux bien, parce que c'est mes enfants. J'ai mis ici, donc merci à l'organisateur d'avoir fait ça. J'ai mis ma dernière diapositive, en fait, c'est ce que j'appelle ma liste de courses. Voilà ce que l'on sait faire. Voilà donc ce qu'il faudrait faire pour que notre système éducatif soit un système éducatif plus juste, en tout cas un système éducatif dans lequel l'origine sociale ne pèse pas sur les scolarités. Rien d'extraordinaire à faire, le problème c'est de faire tout tenir ensemble. Et effectivement, et donc là vous retrouvez la question de mixité sociale, la coéducation, vous retrouvez les questions d'orientation, d'évaluation des élèves. On est un pays qui évalue très mal ses élèves, des problèmes de priorité à l'école primaire parce que nous sommes un pays qui finance moins son école primaire que les autres. On dépense moins pour notre école maternelle, notre école élémentaire et notre collège que les autres pays européens. Il y a un problème si on veut que les difficultés soient prévenues précocement. Par contre, on dépense beaucoup plus que tous les autres pour notre lycée. Cherchez l'erreur.
cherchez l'erreur. On finance l'aval, la fin de la scolarité, et on ne finance pas suffisamment le début de la scolarité. Et donc, évidemment, alors, sur la liste que j'ai mis là, vous voyez bien qu'il n'y a pas que des questions d'argent, il y a des questions aussi d'organisation du système éducatif, de contenu des enseignements, mais il y a la question d'argent. D'ailleurs, j'en ai donné quelques exemples pour essayer de vous montrer que l'argent n'allait pas toujours là où il était le plus nécessaire. Mais prenons un exemple sur les difficultés rencontrées par les élèves aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas nier le fait qu'il y a des élèves qui sont en difficulté dans le système éducatif. Ces élèves-là, on ne les prend pas suffisamment en charge. Je vais prendre juste un exemple. Il y a 30 ans, dans notre pays, on faisait redoubler beaucoup les élèves. On les faisait redoubler beaucoup plus qu'ailleurs. Et en fait, ça ne sert à rien. Et donc, à juste titre, la France a diminué progressivement le pourcentage de redoublants dans les écoles, dans les collèges, ce qui veut dire qu'on a fait des économies. Parce que quand on ne redouble pas, on fait faire des économies au système éducatif. Je l'ai évalué avec des économistes, le fait que l'on ait quasiment fait disparaître le redoublement dans notre pays a fait économiser au budget d'éducation nationale 2 milliards d'euros. Considérable. Le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne redouble pas qu'on n'est plus en difficulté. Et donc, qu'est-ce que l'on a fait de ces 2 milliards d'euros d'économies? On ne les a pas réinjectés dans le système pour faire des groupes à effectifs réduits, pour former mieux nos enseignants. Non, on a fait des économies, point final, c'est reparti à Bercy. Et donc, aujourd'hui, on a un système éducatif où les enfants ne redoublent plus, ou presque plus, donc font leur scolarité plus rapidement qu'avant, mais on n'a pas pris la précaution de vérifier qu'ils ont acquis les connaissances correspondant au niveau où ils arrivent dans la scolarité. On a laissé se déconnecter ce qu'on pourrait appeler les carrières scolaires des élèves, qui se déroulent maintenant très rapidement, et les connaissances qui ne sont pas toujours assimilées, parce qu'il y a des élèves en difficulté qu'on n'a pas su, parce que les effectifs sont trop importants, les enseignants ne sont pas suffisamment formés, etc. etc. Ces difficultés, on n'a pas su les traiter. Donc, je vous prends cet exemple-là pour vous montrer que c'est un dispositif qui est extrêmement compliqué ensuite à dénouer. Alors, faites attention, et là je m'adresse aux familles populaires qui sont dans la salle, faites très attention, il s'annonce des choses qui ne vont pas être agréables pour vos enfants. Parce que si on remet en route le redoublement, et c'est annoncé, vous avez entendu parler de ça, je vous parie qu'il y aura assez peu d'enfants de cadre qui vont redoubler. Sur qui ça va retomber? On voit tout de suite sur qui ça va retomber. Les groupes de niveau qu'on nous annonce au collège, avec les groupes des faibles, les groupes des élèves moyens et puis des élèves qui sont mieux. Il n'y aura pas beaucoup d'enfants de cadre dans le groupe des faibles. Donc il va falloir faire très attention parce que on a peut-être un certain nombre de mesures là qui sont devant nous qui ne vont pas nous aider à réduire les inégalités, mais qui vont au contraire constater qu'il y a des inégalités et faire en sorte qu'un certain nombre de jeunes sortent très vite de la scolarité obligatoire pour aller voir ailleurs si c'est mieux. Oui, vous vouliez intervenir. Moi, je propose qu'on prenne encore une ou deux questions. Ouais, les deux dernières questions, si vous voulez bien. On fera couture avec un pot. Voilà, merci. Aux écoles d'éducation prioritaire, beaucoup de parents, enfin moi je le constate par les témoignages, commencent par mettre leurs enfants en éducation prioritaire et finissent par dire finalement je vais le sortir de ce système de peur qu'ils n'y arrivent pas et qu'on les nivelle par le bas, qu'ils soient attirés vers le bas en fait. Donc ils jouent pas le... Non mais le nivellement par le bas, ne dites pas ça, ça n'existe pas, enfin, c'est un truc... Mais c'est absolument terrible. Moi, non mais franchement... Parce qu'on me le dit. Oui, mais c'est pas parce qu'ils sont en éducation prioritaire qu'ils ne vont pas réussir. Ce qu'il faut... C'est pas parce qu'ils sont en éducation prioritaire qu'ils ne vont pas réussir. Je me permets de vous l'affirmer. Oui, mes 3 enfants sont passés en éducation prioritaire et ils n'ont pas eu de problème. Donc le souci, c'est qu'ils soient bien accompagnés dans leur scolarité par les enseignants qu'ils ont tout au long de leur scolarité. Et que les enseignants prennent en compte chacune et chacun des enfants qui sont dans leur classe, puissent prendre en compte avec les moyens qu'il faut, avec la pédagogie adaptée, etc. Mais ce n'est pas une question d'être en éducation prioritaire qui fait qu'on ne réussit pas. Oui, parce qu'on peut penser que les enfants, on voit bien,
on voit bien les différences des enfants au niveau... Oui, on voit bien quand même les différences des enfants d'éducation prioritaire. Moi, je fais du soutien scolaire, de bénévolat. Je suis un peu effarée des fois par les lacunes des enfants. Et il y en a certains, bien sûr, ils sont dénivelés parce qu'ils ne lisent pas du tout, parce qu'ils ne sont pas stimulés et que les parents ne les suivent pas et pas parce qu'ils n'aiment pas leurs enfants, mais parce que ça ne fait pas partie de leurs habitudes de vie et qui viennent aussi de pays étrangers et qui... on voit bien les différences quand même. Oui, mais le constat que vous faites, c'est parce qu'on a laissé faire un processus depuis une trentaine d'années dans notre pays de concentration de populations en difficulté au même endroit. Donc absolument plus de mixité sociale, une homogénéité totale. Les gens ne jouent pas le jeu de la mixité, je suis d'accord. Les pauvres d'un côté, les riches de l'autre, je caricature, sauf qu'on sait que des politiques bien conduites de mixité sociale et scolaire sont possibles. Sont favorables. Vous avez... dans le principe. Non mais c'est possible et c'est favorable. Depuis 2015, ça ne s'est pas su parce que les gouvernements successifs n'ont pas forcément valorisé ça, mais dans 56 collèges de France, donc c'est pas rien, on a essayé d'améliorer la mixité sociale et scolaire, on a organisé l'affectation des élèves différents, on a parfois démoli des collèges qui étaient de vrais ghettos pour reconstruire d'autres un peu plus loin, on a essayé de mixer davantage les publics, et dans les 56 cas, on a des résultats qui sont extrêmement favorables, c'est-à-dire que les enfants de milieux populaires de zones d'éducation prioritaire voient arriver dans leur établissement d'autres élèves, et pourquoi les autres élèves sont arrivés sans réticence, c'est qu'on a garanti aux parents que ce qu'il se passait dans ce collège de l'éducation prioritaire serait de grande qualité, au moins d'aussi bonne qualité que dans les collèges de centre-ville, c'est-à-dire on a pris un certain nombre de garanties, que les enseignants soient présents, qu'ils soient remplacés quand ils sont absents, en éducation prioritaire comme ailleurs. Si vous voulez, tant que vous laissez les établissements de l'éducation prioritaire s'enfoncer dans les difficultés, avec des populations de plus en plus fragiles qui arrivent dans certains quartiers, parce que dès que ça va mieux, on s'en va, vous n'aurez pas des résultats satisfaisants pour les élèves. Donc, chacun veut le meilleur pour son enfant. Et quand les classes moyennes et les classes favorisées voient que l'on garantit pour leur enfant un enseignement de qualité, elles font ce choix citoyen de mixité sociale. Je peux vous dire, par exemple, qu'à Toulouse, à Paris, dans d'autres endroits aussi, au Mans ou autres, dans ces différentes expériences qui ont été tentées en donnant des garanties aux parents d'élèves que l'enseignement sera de qualité, il y a moins de fuites vers le privé, figurez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre le paquet sur l'enseignement public. Parce que si nous ne redressons pas notre enseignement public, si nous ne donnons pas les moyens suffisants à l'enseignement public, un certain nombre de classes moyennes, de classes favorisées vont faire le choix du privé, et ça va arriver à quoi dans 10 ou 15 ans? Une école publique pour les pauvres, et les autres seront à l'abri dans l'enseignement privé. Et ça, c'est une catastrophe, parce que ça met en danger notre pacte républicain. Celles et ceux de nos concitoyennes et concitoyens qui, à raison, vont estimer que leurs enfants n'auront pas eu les mêmes droits que les autres, je peux vous dire, moi, qu'ils ne vont pas accepter longtemps d'avoir les mêmes devoirs que les autres. Et donc, on a notre pacte républicain là, qui est en jeu. Il faut y faire très attention. Donc, on peut se morfondre, se plaindre, se lamenter sur le niveau des élèves en éducation prioritaire et sur leurs difficultés. Oui, on peut faire ça, laisser les choses en l'état, ou on peut au contraire être volontariste, avoir une vraie politique de mixité sociale. Alors là, l'école ne peut pas tout toute seule. Évidemment, tant qu'on tolérera que des municipalités préféreront payer une amende plutôt que d'avoir leur quota de logements sociaux, on aura beaucoup de mal, nous, à l'école, à faire de la mixité sociale. Donc c'est un tout, cette affaire-là. Dans quel pays voulons-nous vivre? Est-ce qu'on veut vivre dans un pays à l'anglo-saxonne où les communautés vont être étanches et vont vivre les unes à côté des autres et un jour ça va se rentrer dedans? Ou est-ce qu'on veut vivre dans un pays républicain où l'ensemble de la population a appris à vivre ensemble et à être scolarisé ensemble? C'est un choix politique, hein? Oui, c'est un choix politique. Il ne faudra pas se plaindre si un jour ça pète. Je constate que, parce que mon fils a mis sa fille dans une école d'éducation prioritaire parce qu'il est pour la mixité sociale,
mais il y a dans les réunions de parents d'élèves, déjà, ils sont un peu chauds. Les premières réunions où les enseignants pour parler des enfants, en fait, compte, ils se sont retrouvés 4 de nationalité française. Et ils se disent, on n'est que 4 sur toute la classe. Donc ça les a... Oui. Et ça crée de l'anxiété. Je sais que mon fils, lui, c'est un choix politique qu'il fait aussi, parce que c'est pas l'école qui... Enfin, voilà, il a un idéal de société. On n'est pas obligé d'être des héros, c'est-à-dire on n'est pas obligé de penser qu'on sacrifie ses enfants. Il faut travailler tous à une politique publique de qualité dans l'enseignement public. Et donc, le constat que vous faites, oui, mais battons-nous pour que ça soit différent. Oui. Et allons chercher les autres. Oui. La dernière question là-bas. Voilà. Oui, bonsoir. Il est un peu tard, hein, donc je vais faire très court. Il y a un mot en fait qui était latent toute la soirée, hein, dans ce que vous présentez, dans la question qui a été posée aussi, c'est le mot reproduction sociale finalement. Et donc c'est se demander dans quelle mesure à un moment donné l'école, enfin on peut dresser le constat, s'interroger, participe à reproduire les inégalités dans la société. Et moi j'en suis un exemple moi-même, puisque je dois appartenir aux 2 à 3% des enseignants, des chargés d'enseignement à l'université, des chercheurs qui ont été renvoyés 2 fois d'une école et qui viennent du professionnel, donc je connais un peu personnellement le sujet. Et pour répondre en partie à la question de Madame Devant, moi je ne suis pas français, je suis belge, donc je découvre le système français scolaire de loin, hein, parce que ce n'est pas mon sujet de travail prioritaire. Mais je me dis, si j'avais été français, je ne suis pas sûr que je serais là où je suis maintenant, et en curiosité, je me pose la question en curiosité. Parce que je me demande dans quelle mesure la centralisation de l'enseignement d'éducation nationale français permet une flexibilité dans les projets éducatifs des écoles, des établissements, etc. Et moi, mon parcours, c'est que maintenant, le dernier lycée que j'ai connu avait un projet pédagogique qui était où les enseignants, le directeur avaient énormément de pouvoir. C'était une école publique pourtant. Et c'est ça qui, à un moment donné, moi, m'a sauvé. Parce que j'ai eu ce fameux enseignement personnalisé dont Madame parle devant, avec des profs qui avaient le temps, les moyens pédagogiques aussi, de me traiter presque à part. Parce que vous le savez mieux que moi, il y a plein de jeunes ici, à côté de moi, de parents de jeunes dans les quartiers populaires, et je le sais aussi, les maturités émotionnelles, les maturités, le développement cérébral des jeunes, des enfants, l'environnement social de la famille, le niveau de diplôme de la famille, etc., est souvent plus difficile que pour une personne issue des classes moyennes supérieures et des parents diplômés, etc. Donc le jeune a besoin de plus de temps pour développer sa maturité, ses sujets d'intérêt, etc. Et donc c'est d'autant plus nécessaire, je pense. Et dernière chose, moi ce qui m'a aidé, et les jeunes sur lesquels je travaille dans mes recherches, je travaille sur la citoyenneté des jeunes dans les quartiers populaires, me le confirme aussi. Moi, dans mon cas, c'est pas forcément l'école qui m'a le plus sauvé, c'est le monde associatif, dernière chose. Et dans un contexte français ou belge, hein, par ailleurs, où le monde associatif est de plus en plus sous-financé, à parfois des fins politiques également, eh bien, je pense que, aussi la question de Madame, la solution, elle se trouve là. Le financement, le cofinancement du monde associatif dans le soutien scolaire est extrêmement important, je pense, surtout dans les quartiers populaires. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est une façon d'illustrer mon avant-dernier point, là, sur faire davantage confiance aux équipes de terrain. Vous avez raison, en France, on ne le fait pas suffisamment. Et donc, alors que toutes les expériences qu'on peut voir, Marie-Hélène et moi, sur le terrain, montrent que quand les équipes sont vraiment un collectif, qu'en plus elles font de la coéducation avec les parents localement, eh bien, on a des résultats qui sont évidemment très, très satisfaisants. Donc vous avez raison, il faut faire confiance, beaucoup plus confiance au terrain, aux équipes locales, aux établissements. On ne le fait dans notre pays, qui est un pays qui a gardé un grand principe de centralisation. Et effectivement, dans certains cas, on touche là à une limite certaine de notre fonctionnement, bien sûr. Merci. En tout cas, merci tout le monde. Merci Jean-Claude, merci Marie-Hélène. Et si vous le souhaitez, on est à votre disposition pour dédicacer à la sortie. Il y a à boire, à manger. Merci tout le monde. Alors, on vous invite à déguster notre petit pot de clôture. Puis c'est à peu près tout ce que je voulais dire. On a mis aussi les livres si jamais vous avez envie d'en acheter. Et puis bonne soirée. Merci à tous.